Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignage. Société, débat, relations, famille. Mailloux à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Pierre. Madame Janine. Vous êtes en forme ce matin? Salutations. Ce midi. Ce matin, qu'est-ce que je raconte, moi? Je suis complètement décyclée. Pierre, je vous ai vu. J'ai travaillé avec vous tout l'après-midi. Je me suis couché presque avec vous hier soir. Je suis complètement déçue. J'ai sévi hier soir à TQS. Vous n'en étiez pas vanté. Ça s'est bien passé. Ben oui, puis là, cet après-midi, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que l'équipe des Francs-Tireurs avec Richard Martineau sont venus à la maison ce matin. Ils sont en train de me filmer. On a des espions ouverts, des espions connus. C'est des drôles d'espions si c'est ouvert entre vous et moi. Au moins, ils marchent à visage découvert. Ah, c'est bien espions. dit. C'est bien dit. Bon, Pierre. Oui. Aujourd'hui, grosse question. Ouais. Est-ce qu'on est capable de reconnaître ses erreurs? Est-ce que c'est une chose qui est facile pour tout le monde? Est-ce qu'on est capable de réparer une fois qu'on a reconnu nos erreurs? Est-ce que juste le fait de pardonner, personne ne va vous demander de réparer? Hey Pierre. Oui. C'est laid ce qu'on a vu dans les journaux hier. C'est vraiment laid. Moi, je ne sais pas comment les auditeurs et auditrices ont réagi à ça. On parle d'élection, puis on voit un titre hier matin, Santé, échec du virage ambulatoire. Grande nouvelle. Beaucoup ont souffert. Pierre, je pense qu'on peut dire, sans exagérer, qu'il y a des gens qui ont énormément souffert physiquement, qui n'ont pas eu d'aide, des aidants naturels qui ont été pris avec des cas extrêmement lourds, sans ressources, correct? C'est ce qu'on ressentait. Et des gens qui sont morts. Est-ce que j'exagère, Pierre? Oui. J'exagère? Non. Oui, je suis d'accord avec toi. Okay. Non, t'exagères pas. C'est vrai ce que tu dis. Mais là, on a eu un décès d'une femme qui était retournée prématurément, qui venait d'accoucher. Elle a fait une infection et puis elle est morte d'une septicémie. Elle a été renvoyée trop tôt chez elle après un accouchement, puis elle a eu une infection. Elle en est morte il y a 3-4 ans de ça. Est-ce qu'on voit les conséquences? Conséquences, un petit orphelin. Ouais. Toute la douleur. En tout cas, et ça, on multiplie ça par plusieurs milliers de cas, Pierre. On a tellement entendu d'histoires. Une femme médecin, une très bonne généraliste de notre région, du comté de Masquinongé, dont la mère a été hospitalisée, a été opérée. Et chirurgie d'un jour, ils l'ont renvoyée chez elle. Et sa fille est médecin. Oui. Et elle a rushé. Elle est obligée de prendre soin de sa mère. Même ses connaissances de médecin lui ont été d'une aide limitée. Oui. Parce qu'il y a des soins de base. Il y a des soins de base qui doivent être accordés à quelqu'un qui est souffrant, qui relève. C'est pas les médecins qui les donnent, ces soins-là. C'est des soins infirmiers, des soins spécialisés. Puis ça demande plusieurs personnes. C'est de la surveillance. Les 2-3 premiers jours, après beaucoup d'opérations, là, c'est quelque chose. Puis ajuster les analgésiques. Puis ça peut être critique. C'est les journées qui suivent une chirurgie. Peuvent être critiques. Surveiller le risque d'infection. Puis, Bon, alors Pierre... Moi, quand je lis ça, là, j'en ai les poils qui redressent sur les bras. Jean Rochon, je prends juste un paragraphe. Jean Rochon a admis hier qu'il avait vu d'emblée les dommages de cette opération, c'est-à-dire le virage ambulatoire, puis s'est mis à la retraite, là, qui n'a pas été suivi, comme promis, de soins à domicile et de longue durée pour les personnes âgées, ça c'est un cas, mais plutôt par des compressions budgétaires douloureuses. Il le dit. Pierre, je sais pas, je suis tombée à terre. Il savait d'emblée que le virage ambulatoire serait un échec. Mieux encore, Jean Rochon a foncé parce que ses collègues du cabinet et les centrales syndicales le voulaient. Puis, t'arrives avec en plus, au lieu de 25 000 personnes, le gouvernement Bouchard s'est retrouvé avec 53 000 retraités sur les bras. Ils ont payé ces mises à la retraite-là en s'endettant. Hey, Pierre, on paie encore pour ça aujourd'hui. C'est scandaleux. Bon, il reconnaît ses erreurs. Est-ce que nous allons oublier? Attends un petit peu, là. Il reconnaît. Il dit, il reconnaît ses erreurs. Il est allé au front en disant que c'est la pression qui a été mise sur lui. Alors, dans le fond, son erreur, il dit, j'ai fait une erreur, mais qu'on me pardonne parce que, dans le fond, je suis pas le seul. Il y avait une gang en arrière de moi qui me recommandait ceci et cela. Merci. Et j'ai appris autre chose, Pierre. Oui. Il y a des universitaires, au moment où ces décisions-là ont été prises, des universitaires qui recommandaient, effectivement, de dégraisser dans les services
hospitalier à la population. Il y avait trop de monde. Alors, ils ont suivi ces recommandations-là. Alors, Jean Rochon dit, oui, je savais tout ça. Cependant, je partage mon erreur avec plusieurs. Comment tu réagis? Est-ce qu'il a dit qu'il partageait son erreur avec plusieurs ou s'il dit qu'il a été lâche et a cédé à des pressions? Aïe, il a foncé. Blanc-Main. Il a foncé, Pierre. Parce que ses collègues du cabinet et des centrales syndicales le voulaient. Alors qu'il savait que ce serait un échec? Comment Tout à fait. Quel qualificatif à cette décision-là, cette attitude-là, ce comportement-là? Je n'en ai qu'un. Un seul mot me vient à l'esprit, lâcheté. Hey, Pierre... Reconnaître ses erreurs, vois-tu, c'est qu'il reconnaît qu'il y a eu une erreur, mais blâme les autres. Une erreur que lui a commise, tout en blâmant les collègues du cabinet et les centrales syndicales. Je suis pas sûr que les centrales syndicales vont être d'accord avec son propos. Je comprends pas. Première affaire, quand tu lis ça, comment ça, les centrales syndicales, ils faisaient couper dans leurs effectifs? Là, je comprends pas l'histoire des centrales syndicales qu'ils voulaient. Là. Je suis pas sûr que ce soit vrai. On a avantage à être prudent face à des affirmations comme ça, parce que Jean Rochon essaie de sauver sa peau. Il essaie de sauver sa peau en reconnaissant ses erreurs. C'est-à-dire, il reconnaît une erreur, mais blâme les autres. Il le savait, il a quand même procédé. J'ai l'impression, comme tu t'as mentionné, j'ai l'impression que c'est à l'intérieur d'un contexte de recherche de pardon pour des fins particulières que j'ignore. Redorer son blason. Je dis ça avec un point d'interrogation. Veut-il redorer son blason auprès de la population? Il y en a qui... Dans le but de... Dans le but de revenir sur la scène publique. Je dis ça, je le sais pas, Pierre. Non, Janine. Mais je lis ça comme simple Québécois qui ouvre son journal. Nous émettons des hypothèses. Nous placotons. T'ouvres ton journal le matin. Oui. Puis moi, en tout cas. Oui. OK? Il y en a qui ont souffert. Du mardi virage ambulatoire, des gens qui n'avaient pas d'aide, du monde qui partait en hémorragie à la maison, pas d'aide, pas de médecin, pas de... Hey. Pour les fins de notre conversation, on va le croire dans ce qu'il dit là. OK? Mais demande-moi pas si je le crois. Correct, Janine? On s'entend? Donc, Pour les fins de la conversation, nous allons croire que Jean Rochon savait d'emblée que le virage ambulatoire serait un échec. OK? On va le croire. On va croire ce bout-là. Là. Admettons. Mais ne me demande pas si moi, je le crois. Mais admettons qu'on achèterait son explication. Oui. Il reconnaît. Admettons qu'il reconnaît publiquement son erreur. Ça change quoi à tous les cas de souffrance? Voilà. Alors, reconnaître ses erreurs, êtes-vous capable de faire ça? Oui. Puis de dire, OK, j'ai commis une erreur. Peut-être que j'étais pas le seul ou la seule dans le bateau, mais il y a eu des conséquences. Là où ça devient intéressant, c'est lorsque on utilise un fait d'actualité comme ça pour en profiter, pour se regarder. Bon. Est-ce que ça vous arrive de reconnaître votre participation dans une erreur? Là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Oui. On pourrait peut-être demander à l'ami Jean, petit Jean, est-ce que tu es capable de nous dire quelle a été ta participation dans cet échec-là? Ton pourcentage de participation. Oui. Oui. Et non seulement ton pourcentage, mais de quelle façon tu as été participant. Comprends-tu? Parce qu'il était ministre, là. Un détail. Un détail, il était ministre. Alors, toi, parle-nous, là, plusieurs années plus tard. C'est très mignon. Bon, dans un premier temps, quelle était ta participation? Deuxièmement, c'est parce que là, je lui demande quelle est sa participation pour éviter des blâmes inutiles sur les autres qui sont pas là, puis qui peut-être n'auront pas la chance de se défendre. Comprends-tu? Oui. Bon, parce que c'est lui qui parle. Là. Deuxièmement, j'aimerais lui demander, mon petit Jean, qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu as l'intention de faire pour réparer ta participation erronée? S'il vous répondait, Pierre, je redeviens ministre de la Santé. Je vais lui répondre, sous les libéraux, admettons. Je vais lui répondre, jamais, petit Jean. T'as moffé une chance. Jamais. Bon. Non. Donc là, vous soulevez un point, on ne peut pas toujours se rattraper. Exemple d'un abuseur sexuel. On va prendre Guy Cloutier, parce que le Guy Cloutier va refaire les manchettes encore suite à la parution là, de l'autobiographie du père de Nathalie et de René Simard. Oui. OK? Oui.
Alors, dans un cas comme ça, on peut se demander, on pourrait lui demander quelle a été ta participation, même le père. Ça devient intéressant. Parce que c'est pas pire. J'ai aimé les quelques commentaires que nous en savons. Le père de Nathalie et de René a commencé, dans son autobiographie, à reconnaître que, j'ai peut-être fait des gaffes, moi aussi. Ça devient intéressant. Oui. Tu comprends? Il reconnaît donc des erreurs. Donc, il y a un lien là, entre nos deux chevaux. C'est pas facile à déterminer dans beaucoup de situations. C'est pour ça que ça demande un petit peu de réflexion, de jugeote aussi. Et l'étape suivante, avant de réclamer le cher pardon, se demander, est-ce que je suis dans une position où je peux réparer quelque chose? Tu sais, Tijan Rochon, on pourrait lui demander, Tijan, est-ce que tu es dans une position, avec l'influence que tu as, les connaissances que tu as, etc., parce qu'il y a un cours de droit, il y a un cours de médecin, il y a toutes sortes d'affaires, c'est un génie humain, ça, ce Jean Rochon-là. Et je suis pas cynique, il m'a déjà enseigné. Alors, c'est un génie sur deux pattes, je vous le dis, puis vous pouvez me croire. C'est un type extrêmement brillant, sur le plan intellectuel. Pas beaucoup de jugement, à mon humble avis, mais gros QI. Bon. Est-ce que, Tijan, tu peux réparer des erreurs? Le père, par exemple, de Nathalie et de René. Est-ce que tu es dans une position où tu pourrais réparer ta participation erronée ou fallacieuse? Alors, Pierre, on va devoir... Ça devient intéressant. Un peu dans une démarche. Alors, on va aller pour la question, puis on va passer aux informations. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître vos erreurs? Est-ce que quelqu'un qui vous a causé des dommages a reconnu ses erreurs ou sa participation aux dommages que vous avez subis? 790-0224, 1-800-667-5241. Découvrez... Oui, Pierre. Oui. Bon, alors, on ressent notre sujet, on se demande, est-ce que vous êtes capable de reconnaître vos erreurs? Mm-hmm. Est-ce que quelqu'un qui vous a causé des dommages est capable de dire, je t'ai causé des dommages, je le reconnais, je reconnais mes erreurs, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour alléger ce que j'ai causé? Admettons, là. C'est utopique. C'est-tu facile de reconnaître ses erreurs ou c'est extrêmement difficile? C'est pas évident. C'est pas évident, chère Janine. C'est pas évident, surtout au Québec. Alors, au Québec, on n'a pas l'excuse facile. On n'a pas l'excuse facile au Québec, j'aime autant te le dire, et énormément de monde. Alors, les parents ne s'excusent pas des gaffes qu'ils font auprès de leurs enfants, peu importe l'âge où sont rendus les enfants. Ça, c'est un côté, c'est un biais culturel. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. J'ai à peu près, dans ma vie, à date, à 58 ans, à peu près jamais vu, 58 ou 59, je sais même plus quel âge que j'ai. Bon, ça va bien, après-midi? Je suis né en 49, ça me donne quel âge? 58, ça doit être ça. C'est quelque chose comme 58. ça. Bon. J'ai à peu près jamais vu de parents s'excuser auprès de leurs enfants. OK? J'ai à peu près jamais vu ça de ma vie. Et pourtant... On a des caractéristiques culturelles déplorables. Est-ce qu'il y a que nous, Pierre? Parce que je ne sais pas. Je sais pas. Regardez, s'excuser auprès d'un enfant... Il me semble que c'est une marque d'affection, c'est une marque d'humilité. Un enfant doit très bien recevoir ça. Janine, je te donne un exemple simple. Tu es occupé, tu te tournes de bord, tu accroches ton gamin, il prend une fouille, il tombe à terre. Oui. La moindre des choses, je m'excuse. Oui. Mais oui. Je m'excuse, je l'ai pas fait par exprès, puis je t'ai accroché. Et ça enlève excusez-vous, quoi? si bon. Ça enlève quoi de s'excuser? Est-ce que c'est une action qui te rabaisse? Est-ce que c'est interprété comme tel? À un moment donné, vous sortez une honnerie, vous sortez une maudite niaiserie à votre enfant, peu importe l'âge. Là, maintenant, je dis, qu'est-ce que j'ai dit là? Un instant, je m'excuse, là. Okay. Je suis trompé. Bon. Oui. Je me suis trompé. Mais c'est de l'orgueil qui nous emporte, Pierre? Non, c'est quoi? Non, lâche-moi les péchés capitaux, cibole. C'est simplement le fait que ce ne sont pas des attitudes incrustées dans notre culture. Un enfant, OK, c'est un être inférieur. Tant qu'on concevra nos enfants comme le 6e doigt de notre main nous appartiennent. Hey, dans mon bureau, j'ai entendu des milliers de fois, docteur, c'est mon enfant, j'ai bien le droit de faire ce que je veux avec. Janine! Si c'est bon pour lui, oui. Allumons! Si c'est moins bon, tu peux te remettre en question. C'est mon enfant, j'ai le droit de faire ce que je veux avec. Qu'est-ce que tu veux que je dise à des tartampions? Des gens qui s'excusent jamais, Pierre. Des gens qui ne s'excusent jamais parce que, puis je reprends ce que vous dites, qui n'ont pas été élevés comme ça. Les parents s'excusaient pas, on s'excuse pas. Quand on leur fait offense, n'importe quel être humain à qui on fait offense,
si tu t'excuses à cette personne-là, elle va être sensible, même si elle ne s'excuse pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Même quelqu'un qui s'excuse jamais, si tu lui fais quelque chose, tu lui piles un pied, tu t'excuses, puis tu vois si tu en as pas cassé une, un orteil, il va pas être sensible à ça. Tu fais pas 1 + 1 fait 2. Si moi, ça me fait du bien que quelqu'un s'excuse, pourquoi? Ce sont des attitudes éducatives, saines, contagieuses. Par exemple, pourcentage de femmes qui s'excusent au Québec auprès de leurs consoeurs, mettons, en milieu de travail. J'entends pas ça souvent. Et est-ce que les hommes le font plus? Parce que j'ai vécu à Halifax, oui, je pense. Les hommes s'excusent plus? Les anglophones s'excusent beaucoup plus facilement. Alors, j'ai vécu dans les 2 cultures, j'ai été 3 ans à Halifax. Et c'est frappant. Il y a beaucoup plus d'excuses. Je ne sais pas s'ils le font avec leurs enfants, mais entre eux, ils s'excusent beaucoup plus facilement. Bon, une espèce de politesse, une espèce de considération de l'autre. Parfois, c'est trop. Bon, ça devient maniéré. Alors là, quand c'est trop, c'est pas plus intelligent. Là, les personnes s'abaissent avec ça. Oui. Parce que probablement qu'on les a dressés à s'excuser lorsqu'ils étaient jeunes, mais je suis pas sûr qu'on les respectait davantage pour autant. Alors là, on parle d'un déséquilibre. Des gens qui s'excusent tout le temps. C'est ça. Il y a des parents au Québec qui exigent des excuses à tout bout de champ. OK? Oui. Mais qui n'offrent pas la réciproque. C'est ça. Bon. Alors, on prend ça par où? Y a-t-il déjà une expérience que vous avez vécue? Parce que j'aimerais ça qu'on ait des témoignages aujourd'hui, des auditeurs, des auditrices qui disent... Mais même vous, personnellement, avez-vous déjà reconnu une erreur? Est-ce que ça a été difficile de le faire? Ou si tu analyses l'affaire puis tu dis, j'ai fait une erreur? J'ai fauté là, c'était peut-être pas volontaire, mais il y a une erreur et je suis capable de le reconnaître. Bon. Tu mets ça carte sur table. Alors ça, il y en a plusieurs qui sont pas pires. Là. Il y en a un certain pourcentage. Pour ce qui est de l'étape de la reconnaissance, c'est pas si pire. Maintenant, l'étape suivante, réparer. Alors là, tu as commis un impair. Tu fais quoi? Les excuses, c'est pas la fin. Ça, c'est le début du processus. Et pour beaucoup de monde, une fois que se sont excusés, ben il n'y a plus rien à faire. Hey, allô? J'ai commis une erreur, par exemple, Pierre. Tu dis, j'ai eu une relation sexuelle avec quelqu'un, je me suis pas protégée. Il y a un enfant. Il y a un 3e être dans le décor. Je reconnais mon erreur, mais j'assume. Je vais donner à cet enfant ce dont il a besoin. Homme ou femme, là. Oui. OK? C'est une manière, tu dis, oui, j'ai fait une erreur, ce n'est pas avec la bonne personne. J'assume, je reconnais, j'assume, et je vais prendre soin de ce 3e être humain que j'ai embarqué dans mon bateau. L'histoire du joueur de football, le joueur de football canadien, là, ça a fait les manchettes. Et il était porteur du sida, puis il a contaminé 2 femmes. Sauf erreur, il me semble, c'est 2 femmes qui ont contaminé par des relations sexuelles. Oui. Et tu sais, elle était consentante, puis mais il le savait, si je me souviens bien, Pierre. Lui savait qu'il était porteur. Oui, écoute, il en a contaminé 2. Là, il vient d'être condamné à quoi? C'est 5 ans et demi de prison, une affaire comme ça, 4 ans et demi de prison? Oui. Ben là, ça se répare pas, ça. Il peut reconnaître, j'ai fait une erreur de jugement. Ça peut être une erreur de jugement. Pas d'excuse, rien. Les 2 femmes, là, puis je rien, puis il a fallu que ça aille en cours. Hey, qu'est-ce que c'est ça? J'ai de la misère. Tu comprends, il y a des faiblesses. Il est important de se parler de faiblesses, de nos faiblesses culturelles. Pas ailleurs. Pas les autres, nous autres. Est-ce qu'on a une faiblesse de ce côté-là? Et oui, est-ce qu'on peut changer ce genre d'attitude-là? Puis vous parlez de faiblesse, Pierre. Reconnaître son erreur. Ben oui, dans certains contextes. Jean Rochon est un bel exemple, vois-tu? Il savait d'emblée que le virage ambulatoire serait un échec. Mieux encore, Jean Rochon a foncé, parce que ses collègues du cabinet et les centrales syndicales le voulaient. Ça se défend pas très bien, hein? Ben là, tu sais, il reconnaît que c'était un échec. Oui. Et, ben là, il dit, c'est le cabinet et c'est les centrales syndicales qui m'ont poussé. C'est pas ça qu'on veut savoir, gars. On veut savoir ta participation là-dedans, toi. C'était quoi ta participation? Aurait-il pu mettre le frein? La plupart, et Jean Rochon reflète bien beaucoup, il reflète bien un biais culturel québécois, qui est de blâmer l'autre. Oui, j'ai fait un erreur, mais l'autre, comprends-tu? Mais vous dites blâmer... le blâme sur l'autre. Hey, là-dessus, là... Mais qui va reconnaître ses erreurs à ce titre-là? Si c'est un autre trait culturel, Pierre, de blâmer
Il n'y a personne qui reconnaît ses erreurs à ce moment-là. Il y a OK? pas beaucoup de monde. Ben, t'es moins enclin à le faire. Tu dis, de toute façon, je vais être blâmé. Ce ne sera pas constructif. Est-ce que ça peut freiner? Alors, on va là-dessus. Oui. Êtes-vous capable de reconnaître vos erreurs? Est-ce que quelqu'un a déjà été capable devant vous de reconnaître une erreur qu'il a fait, qui vous a causé des dommages? 790-0224, 1-800-667-5241. Êtes-vous capable de reconnaître vos erreurs? Puis est-ce que quelqu'un vous a dit, oui, j'ai fait une erreur, ça t'a causé des troubles, je m'en excuse, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Alors, on va tout de suite à Aimé. Oui, c'est ça, hein? Aimé, à qui on parle? Bruno. Bonjour, Bruno. Bonjour. Oui, bonjour Bruno. Oui, bonjour, Monsieur Mayou. Oui, Monsieur Bruno. Pour le moment. Oui. En fait, moi, c'est trois petites anecdotes ou trois volets, enfin, je devrais dire. La première, Oui. c'est le fait que quelqu'un m'a fait un truc à un moment donné, il ne s'est pas excusé et je m'en souviens encore plus que 30 ans après. C'est tout simplement que je travaillais avec mon père à l'extérieur, on était en train de fabriquer un truc et puis lui il manipulait, tu sais, les gros blocs de béton, là, avec des trous, deux gros trous dedans, là. Oui, Pour des faire blocs. salages. Oui, des blocs de salage, ouais. Ouais, Des c'est blocs ça. de construction. Et puis, alors lui, il se fait un mouvement de gauche vers la droite et moi, avec ma tête, je fais un mouvement de droite vers la gauche. Les deux items se sont rencontrés, le bloc et mon crâne. Oui. Ça n'a pas été très grave, là. À part un petit trou, là, ça a presque pas saigné, là, mais j'ai pas eu d'excuse. J'ai eu un, voyons, fais attention. Quel âge vous aviez? Oh, je devais avoir peut-être 14 ou 15 ans. 14-15 ans. C'est Vous ça. faites bien, Je me Bruno. souviens de ça Ouais. aujourd'hui. Bruno, Oui. vous faites bien de le mentionner. Vous faites bien de le mentionner parce que c'est tellement courant. C'est l'attitude parentale prévalente, ce que vous êtes en train de raconter là. Puis le fait en soi est pas grave. J'ai pas été Non. blessé, j'ai pas eu rien. Non, on comprend très bien. Mais je m'en souviens encore. On comprend très bien l'absence de respect. Quantité négligeable. Exactement. Tu viens de taper la tête. L'adolescent de 14 ans qui reçoit un bloc sur la tête, là. T'as dit Oui. quantité négligeable? Oui. Je dirais entité négligeable. Ça, c'est encore plus vaporeux. Oui, oui. Aïe, aïe, oui. Alors, vous étiez pour lui une entité négligeable. Bon, disons que je pouvais être utile à l'occasion, là, comme helper, là, mais bon, en tout cas. Ouais. Le deuxième fait- Un prolongement, un sixième doigt à Ouais, une main. ouais, comme vous disiez tantôt, effectivement, là, un appendice utile. Un au appendice utile comme... Oui, allez-y. besoin. La deuxième chose, c'est moi comme parent. Moi, j'ai 3 filles qui se suivent à 18 mois, 2 ans d'intervalle, Oui. qui sont rendues maintenant des jeunes adultes et des vieilles adolescentes. C'est-à-dire, quel âge ont-elles? 18, 16 et 14, là, grosso modo. Oh boy, non, il y en a une qui est Voilà, jeune adulte. 14 est encore au début de l'adolescence. Ah oui, là, oui, puis mais, là, l'autre est dans l'adolescence avancée, là, mais il y en a Ouais, une ouais, qui puis est l'autre jeune est une jeune adulte. Les adulte, deux là. autres sont vraiment adolescentes, là. Ouais, enfin, disons que sont peut-être un peu plus matures, les deux plus vieilles, parce qu'ils ont fait du sport amateur d'élite pendant un certain nombre d'années. Ça a rien, la Je vous le maturité confirme. a absolument rien à voir avec le sport de compétition. Ah, en tout cas, regardez. Au contraire, dans bien des cas, le sport de compétition est un frein à la maturation. À la maturation physique. Souvenez-vous de Nadia Comaneci, Ah, oui, oui, qui a non, vu, ben, ouais, ouais, qui non, a moi, vu je sa comprends, croissance, qui a vu sa croissance limitée par Ouais, le ouais, surentraînement. Alors, Ouais, un homme qui s'entraîne beaucoup se développe. Une femme qui s'entraîne beaucoup peut retarder sa croissance et sa maturation hormonale. Oui, je parlais pas de maturation, moi je parlais de maturité là, au niveau cérébral plutôt que physique. Non, là. la compétition, malheureusement, n'amène aucune maturité émotionnelle. Je regrette. J'ai aucune raison d'acheter ce propos-là. Alors, Mais continuez quand même. j'ai probablement, M. Maillot, un mauvais vocable, mais de toute façon, on s'écarte. Non, un votre peu. vocal est très bon. Puis, OK, allez-y, continuez. Simplement, à un moment donné, donc quand elles étaient de jeunes adolescentes ou de vieilles enfants, là, c'est-à-dire 12 ans, 10 ans, 8 ans à peu Oui. près, à un moment donné, ils sont dans la chambre au 2e étage avec 3 petits copains. Moi, je demande que la porte de la chambre reste ouverte. On ne va pas nécessairement les surveiller. Ils sont au 2e, on n'est pas nécessairement au 2e. On demande simplement que la porte reste ouverte, à tort ou à raison. Et la porte se ferme une première fois. Alors, je monte en haut par hasard, je vois que la porte est fermée, je cogne à la porte. On me dit « Entrez », j'ouvre, j'entre, je dis « Est-ce que, s'il vous plaît, on pourrait garder la porte ouverte ?» Je redescends.
Je m'en donne à remonter à un autre moment donné. La porte est encore fermée. Là, je me suis fâché, j'ai cogné, je suis entré, puis j'ai dit aux deux gamins masculins qui étaient là, toi, dehors. Et j'étais fâché. Comme je vous dis, à tort ou à raison, sur le coup, j'étais fâché. Les deux petits gars sont descendus, sont sortis très rapidement. J'étais assez impressionnant, à grosseur de voix, par la grandeur que j'ai. Là, je leur ai fait un peu peur, je suis certain. Vous les avez éduqués. Alors, les gamins n'avaient pas d'affaires dans une chambre de filles à l'âge qu'ils ont. Vous avez raison. Normalement, vous auriez dû dire à toute la gang, là, je ne sais pas qui autorise ça, là, à 8, 10 et 12 ans, là, 5 dans une chambre, mais c'est pas comme ça qu'on... Regardez, moi, c'est pour ça que je voulais avoir au minimum la porte ouverte, là. Oui. Non, ils n'ont pas d'affaire là. Il y a une salle de jeu, puis sinon c'est dehors. C'est ça. Les circonstances faisaient que là, il était là. Ouais. Et je voulais donc que la porte soit minimalement ouverte. Quoi qu'il en soit... En tout cas, les flots, vous les avez éduqués. Bah. Je les ai sortis. Et évidemment, là, ma fille, la plus vieille, était tout à l'envers. Les deux autres en revenaient pas. Et là, tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai laissé passer un peu de temps. Et là, j'ai dit à ma fille la plus vieille, parce que c'est elle qui se faisait la porte-parole peut-être devant moi, je lui ai dit, elle me dit, écoute, on faisait rien de mal à tata. J'ai dit, je comprends tout ça. Sauf que moi, de mon côté, il y avait une consigne qui avait été mise et elle n'a pas été respectée. Je m'excuse sur le fait que j'ai peut-être été un peu raide. Moi, je prends mon cours de parents 101 comme toi, tu prends ton cours d'ado 101. Non, regardez, Bruno. Wow. Les explications, là. Wow. Ben, c'est une forme d'excuse, La justification, là, non. Ouais. Là, on verse. Non. Vous avez pris une décision, puis les gamins, c'était dehors, puis c'est tout. Le niaisage, là, être compréhensif et respectueux, ça veut pas dire se traîner à quatre pattes. Là, vous êtes en train de nous... Je me traîne pas à quatre pattes, puis c'est d'ailleurs ce que non, devant votre fille de 12 ans, là, lorsque vous commenciez à vous excuser, puis le cours de parents 101, wow. Ça a été votre réaction, puis... Mais Pierre, vous disiez tantôt qu'on avait très peu de propension à s'excuser. Oui, mais quand c'est pas le temps. C'est ça le manque d'éducation. Bruno, vous faites bien d'appeler. Oui, ça fait sortir tout ça. Vous nous démontrez que lorsqu'on est mal éduqué, on fait les choses tout croche. On s'excuse pas quand c'est le temps. Non, attendez un peu. On s'excuse pas quand c'est le temps, puis quand on doit s'excuser, on le fait pas. Ouais. Tu comprends? Puis quand on s'excuse, ben là, c'est pas le temps. Ou on en met trop. Ah, c'est peut-être ça. Traîner à quatre pattes, moi, je demande pas aux parents de se traîner à quatre pattes devant les enfants. C'est pas ça. Votre père, l'exemple avec votre père, ça n'était un bon. Ouais. Il a été niaiseux, votre père. Puis, comprenez-vous? Il a été sans allure. Par rapport aux excuses... Dans le cas de votre fille, là, écoutez, ça faisait 2 fois, il était 5 dans la chambre. Les flots, c'est dehors. Une gang de pas éduqués, puis votre fille, là, elle dit, écoute, la grande, là, t'as encore des choses à apprendre, OK? Va réfléchir. Oh, il y a eu de ça aussi, mais il y a quand même eu une excuse sur la façon... Oui, mais je suis pas sûr que l'excuse s'était appropriée dans ce contexte-là. J'avais pas besoin de leur faire peur, par exemple. Non, là, ils n'ont pas besoin de leur faire peur. Et c'est pour... Écoutez, si vos enfants sont si terrorisés que ça, pardon. Non. Conviens-tu que quand tu te packs 5 dans la même chambre, t'es pas tellement terrorisé par le bonhomme, puis il est mieux avertir une première fois. Ça a l'air d'être les petits gars qui ont été impressionnés plus que... Oui, les flots, ils ont appris à vivre. Puis vous allez voir que les chambres des filles, ils vont respecter ça à l'avenir. Mais très rapidement, si vous me permettez. Troisième volet. Oui, parce que je trouve ça important. Il y a des gens qui s'excusent quand ils ont fait quelque chose à autrui, mais ça les empêche pas de recommencer puis de faire à leur tête n'importe quand. Merci. Merci. Et ça, du côté anglophone, je l'ai observé. Vous parlez des Anglais, M. Mayou, yes. C'est ça qui m'a fait appeler. Yes. I'm so sorry. Mais regarde, ça les empêche pas de te planter un autre couteau dans le dos. Pareil, une demi-heure, je peux vous assurer qu'une demi-heure après, ils recommençaient. Donc, vous êtes d'accord tous les deux? Ben oui! Bon, il y a des gens qui s'excusent, mais il n'y a pas de réflexion derrière. C'est un réflexe. C'est un automatisme. Un automatisme social. Même une justification. C'est une justification à recommencer. Ouais. Yes. Alors, reconnaître ses erreurs, êtes-vous capable de le faire? Bruno est capable. Et dans le cas de Jean Rochon, je craindrais qu'il répète exactement la même chose si des circonstances similaires se représenteraient. Hey, c'est pas fin ce que je dis là, hein? C'est pour ça que vous ne metteriez pas ministre de la Santé. M. Maliou, vous êtes rarement fin, vous, voyons donc. Pardon? C'est ça que le monde vous haït tant. Ah. Bruno, merci beaucoup de votre appel. J'aime ça être pas trop fin. C'est des bons exemples.
C'est des bons exemples qui nous apportent, écoute, Bruno. Écoute, Ouais. il y en a un qui est discutable. C'est pour ça que... Sur une portion, il a été correct avec les 3 petits gars. Dans le sens, il a passé son message, il est peut-être allé un peu fort. Bon, donc, là-dessus, il reconnaît son erreur. Il s'est excusé. Ça, vous êtes moins d'accord, parce que c'est comme se mettre à genoux devant ses enfants. Faut faire attention. Tout ça dans la même intervention. S'excuser ne veut pas dire se mettre à 4 pattes. C'est ça. Et reconnaître ses erreurs, Pierre, c'est pas non plus se mettre à 4 pattes. Dans certains cas, au lieu de vous excuser, au lieu de faire comme les Anglais, pourriez-vous simplement corriger votre comportement et ne plus le répéter? Ça pourrait peut-être être une forme d'excuse, ça. Qu'en dis-tu, Jeannette? Moi, je trouve que c'est constructif. Oui, ça devient Formez constructif. votre boîte, puis ne le répétez plus. Êtes-vous capable de reconnaître vos erreurs? Et à partir du moment où vous avez reconnu vos erreurs, comment vous réparer peut-être? Avez-vous des exemples? 790-0224, 1-800-667-5241. On parle aujourd'hui d'un point qui est pas facile, reconnaître ses erreurs. Oui. Pourquoi c'est pas facile? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit, je reconnais mon erreur, je fais amende honorable. Si je peux réparer, ça demande un code. C'est un code, ça. C'est un code d'éthique personnelle, reconnaître son erreur, non? Ben oui. Tu dis, coudonc, tout le monde le sait, pourquoi je le reconnaîtrais pas, puis je me faufilerais? C'est une conscience morale individuelle et non pas collective, et non pas soutenue par Jésus, Mahomet, Yahvé, tous tes gugus, là. Donc, reconnaître ses erreurs, oui. En êtes-vous capable? On parle à Lison. Bonjour, Lison. Oui, bonjour. Bonjour, Lison. Bonjour. Oui, alors moi, comme je disais là à votre réceptionniste, mon appel est un peu humble, mais dans le sens où vous parliez des jeunes parents qui souvent respectent pas leurs enfants ou en tout cas s'excusent pas s'ils admettent avoir fait une erreur. Et je voulais juste vous consoler, Monsieur Mailloux, Dr Mailloux, vous dire que non, ça existe. Je suis une jeune maman de 3 enfants, puis j'ai jamais hésité à dire à mes enfants, si après coup je m'aperçois que j'ai fait une erreur, que je l'ai aidé, je sais pas moi, disputé ou mal dirigé dans quoi que ce soit, j'ai jamais hésité à leur dire, ben garde, je m'excuse, maman elle s'est trompée, puis je suis désolée. Tu sais, je pense c'est que ça. Pardon, oui, c'est ça. Je pense que c'est premièrement, c'est une marque de respect envers nos enfants. Exact. Qui ont droit, eux autres aussi, de comprendre. Tu sais, des fois, il se passe des choses puis ils comprennent pas qu'est-ce qui arrive. Je pense que c'est de notre devoir de les diriger là-dedans, puis de leur donner la chance aussi d'apprendre en évoluant, en grandissant, que eux aussi vont commettre des erreurs, puis c'est important d'être capable de les admettre. Puis, oui, puis eux aussi vont être invités à s'excuser quand ils vont commettre un impair. Ben oui, exactement. Alors, en tout cas, on va leur donner l'exemple et on va s'attendre à ce qu'ils le fassent. Mais s'excuser auprès de gens qui vont pas se servir de ça contre eux, par contre. Ça aussi, il faut... Tu veux dire, explique-moi, Janine, là-dessus. La relation entre Lison et ses enfants risque de se développer d'une façon saine. C'est-à-dire, bon, je fais une erreur, même si je suis le parent, je suis capable de l'avouer, de te le dire, je m'excuse, mon petit pote, puis l'enfant va être enclin à faire la même chose. Exact. Mais en dehors du cercle familial, si tu reconnais tes erreurs trop facilement, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui vont prendre avantage de ça? Puis dire, c'est lui le coupable, puis... Ben, je vous dirais personnellement, c'est pas d'admettre trop facilement, c'est d'admettre quand on a tort. J'amène mes enfants, parce que ma plus vieille va quand même avoir 10 ans, puis j'amène mes enfants à réfléchir là-dessus, à dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé, puis comment j'aurais pu agir autrement, ou pourquoi j'ai réagi aussi vite. J'essaye avec ça, avec ces choses-là qui se passent souvent dans le quotidien. Hein. C'est pas des grosses histoires à finir, là, c'est des petites bagatelles, des fois des petites choses qui fait que... Mais j'essaye de me servir de ces exemples-là, de ces... Ben écoutez, vous avez 3 enfants qui ont quel âge? 10? Ma plus vieille va avoir 10 ans, l'autre du milieu, une autre fille qui va avoir bientôt 7 ans, puis le petit bonhomme a 4 ans. Bon. Il va avoir 5 ans, il va rentrer à la maternelle. C'est ça, vous avez votre plus vieille prend quelque chose de sa sœur de 7 ans et le brise. Et elle s'en va remettre ça sur son bureau, puis il dit pas un mot. Ben oui, ben c'est ça, c'est arrivé des fois, mais j'aime mieux... Alors là, oui, au niveau de l'éducation, ben c'est bien une valeur. La grande va devoir s'excuser auprès de sa sœur, puis si elle a brisé une de ses bebelles, ben il va falloir qu'elle répare. Ben exactement. Ou qu'elle va faire quelque chose, ou elle va lui donner quelque chose qui est à elle. Oui, exactement. Une réparation. C'est ça, il y a une réparation. Puis aussi, je vous donne un exemple. C'est la moindre des choses. Ça, c'est le fonctionnement interpersonnel minimal. Ben on est en train de parler du minimum. C'est incroyable. En février 2007,
On parle des comportements minimaux devant exister entre les êtres humains. Faut quand même le faire, là. Mais dans les familles qui élèvent des enfants, Pierre, on en est à ce stade-là. C'est normal. Mais je veux dire une chose. Malheureusement, Dr. Mailloux, vous avez trop souvent raison en ce qui a trait les jeunes familles. Tout ça, moi, je vous écoute pas de façon régulière parce que je peux pas, mais tu sais, les gens ont tendance à dire Dr. Mailloux, mais le pire, c'est que fondamentalement, vous avez raison. Moi, je suis une jeune maman, puis je vois des enfants qui vont au même milieu de garde que mes enfants, puis comment les parents y agissent, puis c'est fou. Puis pour en arriver, je pense à respecter nos enfants comme ça, puis être capable de s'excuser quand on fait une erreur. Je pense qu'il faut connaître nos enfants, puis être présent avec nos enfants. Si on n'est pas présent, qu'on n'est pas là, qu'on les connaît pas bien. Par là, vous voyez des choses, parce que là, j'ai Richard Martineau qui écoute, ils sont en train de tourner l'équipe des francs-tireurs, puis il est bien sceptique, lui, là. Il est bien sceptique. Comme vous avez dit, Mailloux, des fois, il a souvent raison. Lui, là, c'est un croyant de la version contraire. Richard, il croit, lui, que Mailloux est dans le champ régulièrement. Ben moi, en tout cas, je suis une maman qui est proche de ses enfants. Qu'avez-vous observé autour de vous? Vous avez côtoyé beaucoup de parents. Moi, ce que j'observe, par exemple, là, je vous donne, il y a une maman, exemple, qui a deux enfants, qui va au même service, aux mêmes gardiennes, parce que je suis en milieu privé Oui. Donc, ils vont pas à temps plein. J'ai toujours pris au moins 18 mois de vacances à chaque fois. J'ai vu des mamans qui sont en congé de maternité. Des mères, appelez-les pas maman, c'est des mères. Oui. Excusez-moi. Des mères qui sont en congé de maternité pendant 12 mois, comme c'est possible maintenant, mais que dès l'âge de 3 mois, le bébé va à la garderie, se fait garder du lundi au vendredi, de 8h à 4h, pendant que la mère va faire ses commissions, va s'entraîner, puis on voit ça tellement régulièrement. Puis il y a des parents qui y vont parce que tout simplement ils ont des enfants, on ne sait pas pour quelle raison, ils sont pas capables de rester avec eux. Lisons, la situation que vous décrivez est un crime contre la personne. Alors c'est criminel de faire ça au bébé. Est-ce que ces parents-là, Pierre, dans 20 ans, pourront dire « j'ai fait une erreur ». Non. J'ai fait une erreur. Je reconnais que j'ai pas pris le temps. Le club des tartes est un club extrêmement solidaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis tant détesté, c'est que je dénonce ouvertement les tartes, les femmes qui sont des véritables tartes. Oui, puis je vais vous dire, il y a des parents, c'est comme ça, puis d'autres qui vont dire, oui, ben moi, j'ai pas le choix, mon enfant est inscrit, si j'y vais pas, on va perdre notre place, tout ça. Moi, je me dis, c'est criminel. Fait que d'un côté, oui, vous savez, Pauline Marois, on a parlé de Jean Rochon, Pauline Marois, un jour, va devoir reconnaître que les garderies pour bébés qu'elle a créées est un crime contre l'humanité. Oui, en tout cas, moi j'ai fait... On n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'aller domper des bébés de 3 mois. Non, on n'a pas le droit de faire ça. Surtout, encore plus dans des garderies d'État. C'est épouvantable. À gardiennage multiple, c'est connu que les animaux ne sont pas capables de vivre ça. Mais Pierre, tu peux bien offrir Et on le fait avec des êtres humains. Ouais. Mais tu peux bien offrir n'importe quel service. Si tu sais que c'est pas bon, tu sais, publiquement, là, si tu sais que c'est pas bon pour ton enfant, tu y vas pas. Mais ça a marché, Pierre. Vous savez, Rochon a créé le chirage ambulatoire. Il vient de dire que c'est un échec. OK? Et qu'il avait été forcé par ses collègues et les syndicats de le faire. La prochaine salisse, c'est Pauline Marois. J'ai dénoncé le virage ambulatoire de Jean Rochon comme étant une escroquerie, une crosse épouvantable. Je dis, je répète, les garderies de Pauline Marois pour enfants de 3 à 5 ans, c'était une maudite bonne idée. Mais pour les bébés de 2 ans et demi et moins, c'est criminel. Oui, surtout que maintenant... Quand est-ce qu'il y a des femmes qui vont se lever et qui vont dire « Mais t'es-tu tombé sur la tête? » Mais l'idée de départ, je ne sais pas, Lison, si vous avez entendu la même chose, moi je comprenais que c'était pour les enfants de milieux qui étaient défavorisés. À ce moment-là, ils les prenaient jeunes, au moins ils avaient de la nourriture, c'était ça le premier, il me semble. Oui, mais le problème, c'est que maintenant, tout le monde en profite. C'est ça. Je pense qu'il y a un manque d'éducation. Je pense que réellement, les bébés de 0 à 1 an devraient être avec leur maman. Ben voyons, avec leur mère. Merci de votre qui, on appel. l'espère, se fera appeler maman. Est-ce que vous êtes capable de reconnaître vos erreurs? Est-ce que vous voyez des gens autour de vous qui sont capables de reconnaître leurs erreurs? Puis Pierre, le personnage dont vous parliez tantôt, c'est un joueur de football, Travis Smith. Yes. Travis Smith, yes, my dear. des Rough Riders de Saskatchewan. Yes. C'est ça. Ben, on lui a collé 6 ans, et c'est ça, il ne reconnaît pas, lui. Il reconnaît pas son erreur. Alors, qu'est-ce qui te prend? Elle était contente quand je l'ai planté? Il a contaminé 2 personnes du sida, hein, c'est ça? Oui, mais moi, je l'ai, Janine. Je l'ai, pourquoi je ferais attention de pas le donner? Je l'ai.
Pierre, c'est la même chose dans les cas d'inceste. Très difficile de reconnaître son erreur. Tout est justifié. Non? Mais pour l'enfant, Ben oui, mais la petite, elle me faisait bander. c'était de sa faute. Ben, la petite cochonne. Elle me faisait bander. Alors, on va à Manon. Bonjour, Manon. Bonjour. Bonjour, Manon. Moi, je vais vous parler de moi. Quand j'avais à peu près 10 ans, on parle des parents qui s'excusent pas, là. Oui. Je le traîne encore aujourd'hui, tu sais. Puis quand j'avais 10 ans, c'est sûr que j'étais pas une petite fille, j'étais une petite fille rebelle, pas facile. Je voulais obtenir ce que je voulais, tu sais, puis ça. Fait que ma mère, je mangeais des volets pour ça, tu sais, je veux dire. Puis des fois, c'était mérité, là, tu sais, je veux dire. Ben oui. Fait que. Ben oui, un enfant rebelle, il faut venger là-dessus. Ben, je vous le dis, ça vient soumis. Quand on venge un enfant rebelle, là, il devient soumis. Comme un tapis. Ouais. Je suis cynique, là. Croyez-moi pas là-dessus. Mais vous pensez que je les méritais pas? Ben, Pourquoi? Est-ce qu'il y a un enfant qui mérite une volée? Ben, le voler, je dis, c'est sûr. ben regardez, j'ai des chiens. Ben, à un moment donné, le chien pas fin, là, puis j'ai en maudit une. Ouais. Le chien, il l'a mérité. Vous faites pas ça, Pierre? Mais, en tout cas, il y en a que j'ai mangé, puis je l'ai pas mérité. Bon, alors là, il y avait des volets mérités et des volets pas mérités. C'est ça. Fait que Bon. là, moi, je voulais qu'elle s'excuse. Parce que je me disais, Ah, pour les volets non mérités. pour les non mérités. Bon. Fait que là, à ce moment-là, même, Quel âge avez-vous maintenant? j'ai 47. 47 ans. Eh boy, je pensais que j'étais bien plus vieille que ça. Non? Vous avez mangé des volets jusqu'à quel âge, vous, là? Ben, manger des volets. C'est sûr que, comme je vous dis, tu sais, je la mettais hors d'elle, puis... Mais oui, je la mettais hors d'elle, oui. Elle était pas assez mise. Elle était pas assez mise, ça fait qu'elle était facile à mettre hors d'elle. Puis, jusqu'à quel âge? À peu près. Écoutez, j'ai parti de chez nous à 18 ans, donc j'ai peut-être jusqu'à l'âge de 13-14 ans, mettons de 8-9 ans Ben oui. à 13-14 Mais ans. pourquoi qu'elle arrêtait à 13-14 ans de vous frapper? Ben, parce que je travaillais, puis j'étais plus occupé, j'étais pas à la maison, là. Eh, bateau. Payez-vous pension? Ben non, Oui. non. Ah, elle payait pension, Pierre. Ben non. Il y avait un avantage. Oui, mais Elle pourquoi foutait qu'elle la arrêtait... paix pour qu'elle ramène de l'argent. Pourquoi qu'elle arrêtait de vous frapper à 14 ans? Voyons, elle aurait mangé une taxe à la gueule. Aïe, Eh, aïe. bateau. Aussi probable. Ah, ben voyons. Pas bien. À 14 ans, vous mesuriez combien par rapport à votre grandeur actuelle? Non, ben, j'étais grande, moi, là. Ben oui. À 14 ans, vous aviez votre taille de femme. Est-ce que je me trompe? Oui? Bon. Je ne trompais pas. Ben pourquoi que la bonne femme vous frappait plus? C'est qui vous frappait? C'était votre père ou votre mère? Ben, c'était ma mère, parce que mon père travaillait. Ben oui, ben vous vengez avec quoi, là? C'est quoi les volets que vous donnez, là? Ben, c'est avec ses mains, je veux dire, parce que, comme je vous dis, j'étais pas facile. Moi, je pouvais courir alentour d'une table, puis la faire courir alentour d'une table. Ben oui, c'est épouvantable, un enfant qui se sauve parce qu'il veut pas manger une volée. Ah oui. Ben oui. Ça s'appelle un réflexe Quand normal. oui, quand elle vous attrapait, elle était justifiée de vous en maudire une, vous vous sauviez. Mais non. C'est sûr. Ben oui, c'est sûr, je le sais. Ah. Mais à ce moment-là, tu sais, je veux dire, suite à ça, ben, c'est encore aujourd'hui, j'y pense, puis tu sais, il y a une colère qui monte en moi, là, tu sais, je veux dire, ou pas pour, tu sais, pour qu'elle s'est pas excusée. C'est surtout ça. C'est surtout ce geste-là, là. Ben Tu sais que, Regardez, Manon, essayez de rationaliser un peu moins, là. Votre mère, là, elle vous traitait pas bien. OK? Lâchez les volets mérités puis les volets pas mérités. On va arrêter de niaiser, là. Et votre mère vous traitait pas bien, puis elle était pas correcte avec vous. Elle était abusive, puis... Hein? ah oui? Ben, Manon! Vous avez 47 ans, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais parce qu'elle accepte un pourcentage de ce qui lui est S'il arrivé, vous Pierre. plaît. Elle dit, il y avait des volées que je méritais et d'autres que je ne Allô. méritais pas. Il n'y a pas un enfant qui mérite une volée, Manon. Ça dépend, Comprenez-vous? ça Ben, dépend. Pierre. Je ferais pas une affaire. J'ai jamais fait une affirmation comme ça. Et écoutez, j'ai à peu près jamais vu une petite fille qui méritait de se faire claquer. OK. Puis ça dépend, c'est quoi, là? C'est ça, quand vous parlez de volée, c'est quoi? Ben, c'est parce que, comme je vous dis, elle était hors d'elle, puis... Ben oui, quand elle vous attrapait autour de la table, Et boy, là, j'en mangeais une. est-ce qu'elle vous a déjà laissé des marques sur le corps? Non. Non, c'était pas des marques, mais tu sais, sauf que... Elle vous claquait comment? Avec ses mains? Oui. Sur la tête? Dans le visage? Ben, je veux dire... Partout? C'est où ça partait, parce Ben oui, que partout. Elle était bleue, là. Ben oui, elle était bleue. Elle était bleue. Mais, moi, le pire, c'est qu'elle s'est pas excusée.
Au moment Manon, où Manon, elle regardez avait pas Manon, raison. là. Regardez Manon, là. Je reviens encore là-dessus. Non, attendez un peu, là. Vous savez, dans votre cas, là, on dépasse le contexte des excuses. Ok. On est dans un contexte d'abus, de relations parentales abusives. On est Ok. on est très, très, très au-delà des excuses. C'est ça que j'essaie de vous dire, là. OK. Quel âge a votre mère, là? Elle est décédée. Grand bien lui fasse. Elle est décédée, ça fait combien de temps? 4 ans. Oh, seulement. Et comment a été votre relation dans les 15-20 dernières années avec elle? Ça a été des bonnes années. Je veux dire, après ça, ça a été fini. Manon, maudit. Janine, aide-moi un peu. Je vous aide pas, Pierre. Je Tu vous me aide laisses- pas. Tu me laisses tomber, Parce que- ma torpinouche. Hein? Je vous aide pas. Parce que j'ai dit qu'il n'y a pas un enfant de 10 ans qui mérite une volée. Je suis choquée. Oui. Bon. J'ai jamais affirmé ça. Je l'affirme Voyez-vous, sans ce que, aucun ce que je bon déplore, sens. Manon, là, vous avez été dupé par l'hypocrisie de votre mère. Ah Et ouais. il y a un maudit paquet de fait. Toutes les femmes ne sont pas hypocrites, mais il y a tellement de femmes hypocrites. Elle vargeait dessus lorsqu'elle avait du pouvoir sur vous. Puis quand elle a eu peur de manger une claque sur la gueule, elle a arrêté de vous claquer. Et après ça, elle s'est fait torcher par vous. Et ça m'écoeure. Cette race de femmes-là, là, OK qu'on s'en ennuie pas une fois qu'elles sont mortes. Hein? Mm. OK qu'on s'en ennuie pas. On peut au moins convenir de ça. Hein? Vous êtes-vous ennuyé, Manon? C'est sûr que, tu sais, je le voyais pas comme ça, là. Mais, ça, je veux dire. ben là, Mais par contre, j'aime ça parce que, écoute, je suis une fille qui travaille beaucoup sur moi, puis je veux dire, de le voir d'une façon différente, j'aime ça parce que ça va m'emmener ailleurs. Je Oui. parle, on a Richard qui écoute, là. C'est un peu ça mon rôle. C'est de permettre à des personnes, parfois, de voir des situations personnelles sous un angle différent. Oui. Parce que Richard me demandait, qu'est-ce que je foute, moi, là, en ondes? Puis, c'est pas facile. Il dit, à quoi t'es utile, Maillot? C'est dur à dire. Puis si je dis des choses, j'ai l'air vantard. Mais c'est peut-être ça. Réécrire son histoire. OK. À la Oui. lumière de la maturité. Re-questionner sa réalité ou revoir sa réalité, peut-être sous un angle différent. Mhm. Je sais pas si ça va apporter quelque chose, mais vous avez dit, j'aime ça. Et quelque chose, là, qui, au lieu de vous heurter, quelque chose, hein, regardons ça. Ouais. J'avais Oui. pas vu ça sous cet angle-là. Parce que Manon, vous me racontez ça, là. OK? Oui. Vous nous racontez ça, que votre mère vous a donné des volets, puis j'en mangeais une mot juste, puis elle voyait bleu. Moi, j'entends ça. J'ai pas connu ça. Non. Moi, ma mère m'aurait fait ça une fois. Je pense que j'aurais jamais oublié de ma vie. Comprenez-vous? OK. Alors, tandis que pour vous, vous l'avez normalisé. Pour Ouais. moi, une mère qui m'aurait fessé, puis à répétition, je me serais dit, elle ne m'aime pas. Elle m'haït, il y a quelque chose, ça n'a pas de sens. OK. Puis là, à ce moment-là, c'était là que peut-être que j'ai un problème j'ai déjà eu un problème d'estime de moi. Exact, c'est ça. OK. Quelles sont les connaissances, Janine vient d'ouvrir une sacrée belle brèche, quelles sont les connaissances sur une femme de normaliser la brutalité de sa mère? Oh! Et là, ça s'enchaîne. Mhm. Comprenez-vous? C'est non seulement elle vous a brutalisé, la salope, mais elle vous a rentré ça dans la tête comme étant normal. Ouais. Tu sais, c'est pas anodin, là. Mhm. Elle vous a convaincu que d'agir comme ça, hormis quelques-unes qui n'étaient pas méritées, il y en avait qui étaient méritées. Hey, elle s'est rendue loin. Ben, je le voyais comme ça, là. Oui, oui. Je Je le sais, voyais c'est pour vraiment ça qu'on en parle. Avez-vous- Il y a énormément de personnes comme vous qui ont normalisé la brutalité d'un parent. Avez-vous eu des enfants, Manon? C'est dévastateur. Vous avez eu des enfants? Avez-vous une fille? Non, j'ai un garçon. Des garçons. Des Un garçons. garçon. Alors, Avez-vous- avec mon garçon, par exemple, ça, c'était je m'excuse. Ça a été, ça, c'est sûr et certain que, encore aujourd'hui, je me demande pourquoi qu'on s'excusait pas, parce que je savais que elle savait que... Attends un peu, Manon. Hein? Vous aviez un père? Oui. Parlez-nous-en. Pardon? Parlez-nous de votre père. Ben, dans ce temps-là, je l'ai pas connu, mon père. Parce que mon père, il travaillait 7 jours semaine. Ben non. Voyons, il était là le matin, il était là le soir, il était Non. là durant des congés, il Pierre, était là. Voulez-vous Nous, qu'on on se levait le poursuive? matin à 7 heures, lui, il commençait à 6 heures. Ouais. On se couchait à 9h30, 9h, 9h30, puis il finissait à 11h. OK. Alors, lorsque j'ai mentionné tout à l'heure que vous avez dit je la mettais hors d'elle, et moi j'ai rétorqué peut-être qu'elle n'était pas assez mise. Probablement qu'il y avait quelque chose là. Bon. Ah.
Hein? Allez, Merci, bye Manon. Manon. OK, bye. Bye. Alors, on se demande aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de reconnaître que vous avez fait des erreurs, de le reconnaître devant ceux à qui vous avez peut-être causé du trouble? 790-0224, 1-800-667-5241. Êtes-vous capable de reconnaître vos erreurs? Jean Rochon reconnaît, Pierre, d'une certaine façon, des erreurs, OK? Est-ce que des gens qui ont vécu le fameux virage ambulatoire, qui se sont rendus compte qu'une fois rendus à la maison, il n'y avait pas de soins, là. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Qu'est-ce que ça leur fait que cet homme-là reconnaisse en partie son erreur? Parce qu'on peut poser la question, comment ça a été vécu? Est-ce que ça vous fout que cet homme-là reconnaisse ses erreurs? Janine? Alors qu'il y a eu des dommages. Janine, Oui. est-ce que Jean Rochon s'est excusé? Je vois pas d'excuses. Il a avoué qu'il savait d'emblée que le virage ambulatoire serait un échec. Ah oui. Il a pareil. foncé parce que ses collègues de cabinet et les syndicats le voulaient. C'est ce qui est marqué je lis là, ce qui est marqué dans le Journal de Montréal. C'est ça. Est-ce qu'il s'est excusé auprès de ceux qui a fait souffrir? Il s'est pas excusé. Mais on peut dire qu'il reconnaît. Et que ça change quoi, là, dans un cas comme ça? Voyez-vous? Est-ce que Jean Rochon est capable d'excuses? Et qu'est-ce que ça changerait? Comment Non, vous avez vécu oui, ça? c'est un début. Non, C'est parce que c'est une démarche. OK? Écoute, là, on parle d'éducation collective. Là. On est en train de s'éduquer collectivement après-midi. Là. Ça, l'histoire des erreurs, c'est une démarche. OK? D'abord, le reconnaître, ensuite s'excuser, ensuite réparer. Puis, c'est une démarche, là. Vous avez dit réparer. Il s'est pas excusé. Il reconnaît d'une certaine façon. Il avoir fait des reconnaît erreurs. en blâmant les autres. C'est ça. Il dit oui, ce que j'ai fait est un échec. Ça a mal tourné. C'est pour ça que je dis d'une certaine Mais manière. il n'a pas dit j'ai fait une erreur. Il a dit ce que j'ai fait, j'ai échoué. Donc, Pierre, on n'en est même pas à l'embryon, là, de votre Puis il dit, démarche. si j'ai échoué, c'est à cause du cabinet puis des centrales syndicales. Bon. Il n'a pas dit que j'ai fait une erreur. Alors, Il a dit j'ai échoué. j'ai échoué. Échec du virage ambulatoire. Il C'est le ce qu'il reconnaît. dit, là. Ça, il le reconnaît. Ceux qui ont vécu ça de l'autre côté de la médaille. Oui, il reconnaît que qu'est-ce qu'ils c'était un disent? échec. Il n'a jamais reconnu qu'il avait fait une gaffe. Bon. Comprends-tu? Alors, oui. Comprends-tu l'histoire de c'est une démarche. C'est pas juste une shot unique, là. Tu sais, une intervention unique. 3 étapes minimum. Ah, bien. Je reconnais mon erreur, je m'excuse, puis je réparer. J'ai échoué, pourquoi? Est-ce que j'ai fait une erreur ou... Bon, puis là, le blond, c'est... Fait qu'on parle à Allons-y, Martin. oui. On va du côté de Martin. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Martin. Bon, premièrement, par rapport à Jean Rochon, moi, juste ce que j'en pense, c'est que c'est probablement un opportuniste qu'à ce moment-là, il y avait un avantage certain à agir de cette façon-là. Puis aujourd'hui, je me demande si la façon qu'il agit, c'est pas pour opportuniste aussi, là. Pardon? J'ai manqué le Je dernier me mot. demande si la façon qu'il agit présentement en s'excusant, c'est pas aussi par opportunisme. Dans le sens que... Martin, qu'est-ce vous qu'il y a à gagner vous avez quel aujourd'hui, âge, excusez? Martin? Vous Moi, avez- j'ai 30 ans. Bon, Martin, vous posez une question? Oui. Vous posez une question? Oui. Il m'a enseigné. OK. Et c'est un individu opportuniste solide. Bon. Fait que j'avais pas très tard. Non seulement c'est Non. un opportuniste, c'est un arriviste. Alors, et Qu'est-ce que c'est ça mon veut dire, opinion. Qu'est-ce OK? que ça C'est veut pas de dire? la diffamation, là. C'est que l'opportuniste, l'arriviste, c'est un continuum, ça. Puis il est plus qu'opportuniste, il est arriviste. OK. Il va s'organiser pour il arrive à ses fins. OK. N'est-ce pas, Richard? Arriviste, c'est ça que ça veut dire. Puis vous, Martin. Opportuniste qui saisit l'opportunité, qui saute sur l'opportunité, mais l'arriviste, lui, non seulement il saute dessus, mais il s'arrange pour sauter sur la bonne pour arriver. Elle est dirigée, elle est déjà orientée. Et vous, Martin, êtes-vous capable de reconnaître vos erreurs? Puis y a-t-il des gens autour de vous qui sont capables de reconnaître leurs erreurs? Oui, ben moi j'ai longtemps eu au niveau du travail de la facilité. J'ai toujours eu la facilité au niveau du travail. Oui. Parce que ma mère au niveau du travail m'a toujours enseigné ça. C'est-à-dire tu fais une erreur, tu t'assumes, parce que de toute façon, t'es pas là personnellement. Là. Vous étiez là comme travailleur. Là. Ton estime de toi personnel n'a pas rapport nécessairement avec les erreurs que tu peux faire. Fait que si tu t'assumes, ben c'est dans le bien-être de la collectivité. Là. Sauf que au niveau personnel, ça a toujours été difficile. Parce que là, ça vient chercher plus de la valeur humaine. C'est-à-dire que quand tu vas faire une erreur au niveau personnel, ben mon expérience m'a appris maintenant que c'est souvent lié à une bébite. Il y a une bébite. Oui, bon. Fait que moi, ce que j'essaie de faire avec mes enfants, moi j'en ai un à moi, puis il y en a un qui c'est ma conjointe, puis je vis avec. Ben c'est quand que je me rends compte que c'est de l'exagération à cause d'une bébite, ben là je vais aller m'expliquer, puis ben aller essayer d'aller m'excuser.
puis lui dire, regarde, moi, c'est une bébête, puis regarde, t'en as aussi, tout le monde en a. Sauf que quand il y a aussi de la discipline. C'est-à-dire, je m'excuserai pas de dire, t'as pas le droit de faire ça. Ça, c'est de la discipline. Fait qu'il y a une espèce de milieu, là, de... Exactement, oui. Il y a toute une gymnastique comportementale dans le rôle de parent. Vous avez raison de le soulever. Et ça demande une bonne modestie que d'être parent. Très peu de Québécois ont cette modestie-là. Ouais. C'est pas une, comment tu dis ça, Pierre, un ingrédient qu'on a beaucoup valorisé. Ouais. Ouais. Est-ce que ça vous est arrivé, Martin? Parce que là, vous faites une belle distinction. Moi, je trouve que c'est une belle distinction intéressante. Au niveau du travail, oui, j'ai fait une faute. Tu le reconnais, on s'organise, on répare. Mais dans la sphère personnelle, familiale, c'est notre paire de manches. Avez-vous déjà fait une erreur dans la sphère personnelle avec vos enfants, puis vous l'avez reconnu, ou c'était difficile? Un exemple? Oui, ben, écoutez, moi, quand j'ai commencé à être parent, on apprend à être parent. Puis, au début, je ne savais pas, comme tout le monde. Puis, les premières fois que j'ai été confronté à de l'arrogance, étant moi-même arrogant, ben, c'est venu me chercher dans mes bébites. Oh. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai pété Quel ma âge? Coche, comme on dit. Et attendez un peu, là. Racontez-nous ça en détail. C'est important, ça, Martin. Ben, écoutez, c'est à un moment donné, exemple, je dis à l'enfant, couche-toi, puis il me défie. Se relève. Je dis, couche-toi, regarde, c'est l'heure. Il se relève. Et à un moment donné, ben moi, j'arrive dans sa chambre, et là, je le pointe du doigt, puis je le pointe sur son torse, puis je dis, regarde, tu vas comprendre c'est qui est le boss. Mais ça, quelque part, à un moment donné, ça a pris comme 30 secondes. Je suis revenu dans la chambre, j'ai dit, regarde, ça, c'est un problème que j'ai avec l'autorité, qui est lié à l'arrogance. Puis moi-même, ça rend à mes bébés. Quel âge avait le bébé? Ah ouais, c'était pas un bébé, il y avait 4 ans et demi. Un petit peu. C'était pas un bébé? C'est ça. 4 ans et demi. C'était pas un bébé? Non, c'était pas un bébé. C'était pas un bébé, Martin? Ben, moi, je pense que comprenez-vous pourquoi que j'invite les hommes à ne pas trop prendre soin des petits-enfants? Pour ça, là. Ben, à quelque part, vous avez un peu raison, mais à quelque part, je suis pas tout à fait d'accord non plus. Allez-y. Parce que je dirais que de vivre ça avec la conjointe... Moi, je pense que ça dépend de la conjointe. Parce que moi, je me suis séparé de mon ex, qui était, comme vous dites, une salope, là. Et maintenant, je suis avec quelqu'un qui est beaucoup plus... c'est une travailleuse sociale. Et elle m'appuie beaucoup dans mes bébés, justement, dans mon cheminement. Puis à travers cet événement-là, ben j'ai évolué beaucoup. Puis depuis, mes comportements ont changé, puis avec d'autres événements aussi. Et à quelque part, si je ne m'étais pas occupé de cet enfant-là, ben moi, en tant qu'adulte, j'aurais été moins heureux. Fait que je considère que j'ai bien fait de vivre ça comme ça. Vous avez appris avec l'enfant? Ben oui. Ouais. On dit qu'on apprend de nos enfants, mais moi, c'était un grand apprentissage d'avoir un enfant par rapport à mes comportements. Quand un bébé de 4 ans et demi devient le thérapeute du parent, là... Non, c'est la blonde. C'est ma blonde. C'est qu'à un moment donné, j'ai dit, comment ça se fait que j'ai pété ma coche? Puis on a jasé de ça ensemble. Okay. Mais je veux dire, c'est surtout elle là, qui est venue me dire, non, c'est normal qu'à un moment donné, que tu arrives au bout de tes capacités par rapport à tes bébites, mais là, il faut que tu travailles dessus. Ce n'est pas normal. C'est fréquent, ce n'est pas normal. Ouais, je comprends. C'est pas normal. Ça serait dans un monde idéal, ça serait comptez sur moi pour ne pas normaliser les anomalies. Ouais, c'est vrai. OK. Donc, c'est ça. À 4 ans et demi, là, c'est très jeune, un enfant. Hein? Oui. OK. Bye. Merci, Martin. Au revoir. Mais la distinction qu'il a apportée, je trouve qu'elle est majeure. Tu sais, tu peux reconnaître à l'extérieur de chez toi facilement tes erreurs, en milieu professionnel, mais dans les relations proches, proximales. Oui. Janine. Allez, oui. Être défié par l'arrogance d'un enfant, d'un bébé de 4 ans et demi. Ça revient souvent, ça, Pierre. Ça revient souvent. Alors que l'enfant s'affirme. Être défié par l'arrogance, voire de l'arrogance dans le comportement d'un enfant de 4 ans et demi. Des grandes fragilités de la part du parent. Hein? Ouais. OK, alors êtes-vous capable de reconnaître que vous avez fait une erreur, le reconnaître devant une équipe, puis le reconnaître chez vous, dans vos relations proches? Est-ce que c'est plus difficile? 790-0224, 1-800-667-5241. S'excuser devant un enfant, Pierre, reconnaître ses erreurs devant un adolescent, est-ce que ça enlève les défenses du parent? Est-ce que c'est venu vous chercher?
Avez-vous l'impression d'être tout nu après vous êtes excusé devant vos enfants? Alors, on va tout de suite à Monique. On va voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Bonjour, Monique. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Monique. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais juste partager quelque chose avec vous, voulant vous dire que vous n'avez pas des répercussions seulement sur les adultes, mais aussi sur les ados. Parce que moi, mon fils de 17 ans vous écoute lorsqu'il a des journées pédagogiques. Ça fait quand même plusieurs, peut-être 2-3 ans, parce que moi, ça fait longtemps que je vous écoute. Et cette année, il avait un travail à faire sur un sujet de la société, et il a fait justement un travail sur la répercussion des garderies sur les enfants en bas de 3 ans. Alors, je pense que ce que vous dites, il y en a d'autres que des adultes aussi là, qui le comprennent. C'est intéressant. Réfléchir. Puis d'ailleurs, c'est intéressant. Le message passe. Oui. On se le dise, les garderies d'État pour bébés, c'est un crime contre l'humanité. Et vous allez voir le recours collectif qu'on va avoir dans 25 ans. Je vous prédis un recours collectif monstre. Monstre. Et Monique, vous direz à votre garçon que la semaine prochaine, mardi, le 6 mars, on va parler d'un sujet qui les concerne, puis on aimerait ça qu'il nous appelle. OK. Oui, on va parler de la violence dans les écoles. Là, il y a eu toute une espèce de palmarès cette semaine. Et professeurs, les adolescents qui le vivent. Alors, parce que c'est une journée de relâche, une semaine de relâche, ils vont être là. Alors, qui passent le mot, les adolescents, on veut parler avec eux, on veut qu'ils nous expriment qu'est-ce qui se passe réellement, comment ils vivent ça, la violence qui est décriée comme ça dans les médias, est-ce qu'on exagère? Alors voilà, ferme la parenthèse. D'accord, merci. Oui. Bon, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, quand on leur dit leur erreur, ils sont offensés. Et moi, au contraire, lorsqu'on me dit mes erreurs, je suis contente parce que j'essaie justement de ne pas la répéter. Vous êtes exceptionnelle, Monique, comme femme. Ben, en tout cas, je sais pas, mais j'essaie. Puis vous, Oui. Et vous, Dr Mailloux, vous m'en avez fait prendre conscience sur plusieurs points, je dirais, parce que vous disiez à un moment donné, bon, la surprotection, moi, je me rends compte que je l'ai trop surprotégé lorsqu'il était petit. Et que maintenant, il y a un manque de confiance en lui. Je trouve qu'il est un petit peu renfermé. Moi, j'aimerais qu'il soit épanoui, qu'il aille jouer avec des amis. Je serais heureuse de le voir comme ça, mais je trouve qu'il est un petit peu renfermé. Il va pas beaucoup avec des amis. Il est plus à l'ordinateur. Il chatte avec ses amis. Mais moi, j'aimerais qu'il sorte, qu'il s'ouvre de sa coquille. Monique, oui. On restreint ses élans maternels. À qui ressemble ce jeune? Peut-être un peu à moi. Comment étiez-vous à âge égal? Pardon? Comment étiez-vous à 17 ans? Bien, moi, j'avais quand même des amis. J'étais très sociable, mais j'étais un peu timide, je vous dirais. J'avais un manque de confiance, je peux vous l'accorder. Arrêtez donc. Bon. Et qu'est-il arrivé à ce manque de confiance? J'imagine que je l'ai propagé à mon fils. Non, mais votre manque de confiance à vous, là. Oui. Votre manque de confiance en vous, est-ce qu'il s'est amélioré, détérioré? Je dirais qu'avec les années, c'est amélioré. Arrêtez donc. Comment ça se fait que c'est amélioré avec les années? Oh, je sais pas. Je peux pas vous dire. Mais moi, je pensais toujours que les autres étaient meilleurs que moi. Puis on me disait très, très jolie. Puis je regardais les autres. Puis je trouvais toujours qu'ils étaient plus belles que moi. Je sais pas. J'avais de la difficulté à... Je sais pas. Je sais pas comment ça se fait. Vous aviez de la difficulté à... À me voir telle que j'étais, je pense. Ah, quel honneur! Je sais que mon père, lui, il avait pas de la difficulté à me le dire et à me le démontrer. Il avait 3 garçons, j'étais la seule fille et qu'il était donc content de sa fille. Mais je sais pas. On dirait que j'avais toujours l'impression que moi, je devais en faire plus pour montrer que j'étais pas juste jolie, mais que j'étais bonne. Là, vous soulevez un problème féminin. Qu'est-ce que votre père voyait en vous? Pardon? Qu'est-ce que votre père voyait en vous? Lui, il voyait comme, je sais pas, lui, il avait confiance en moi parce que
Il m'a montré à conduire, bon, lorsque j'ai eu 16 ans, parce que ma mère, elle conduisait pas, puis il lui disait, toi, tu vas avoir ton indépendance. Ouais. Comment ça se fait qu'il vous a montré à conduire puis il l'a pas montré à sa conjointe? Ben, il a essayé, sauf que ma mère avait tellement peur qu'à un moment donné, il a dû arrêter. Il a dû arrêter. Hein? Mais moi... Comment ça se fait qu'il a eu la patience de vous le montrer puis il n'a pas eu la patience avec sa conjointe? Mais elle, à un moment donné, elle voulait plus. Ouais. Monique était plus douée. Alors, il était bon, ouais. C'est que Monique était plus douée. Alors, comment ça se fait qu'il avait plus de patience avec sa fille qu'avec sa conjointe? Quand même intéressant, cette question-là. C'est vrai que j'apprenais vite et j'avais peur de rien. Puis... Alors, qu'est-ce qu'il voyait en vous? Ben, peut-être du potentiel, parce qu'il... non, vous avez mentionné tout à l'heure, c'est vous qui avez dit qu'il vous voyait, là, vous avez l'impression que vous n'étiez pas juste jolie, que vous étiez bonne. On pourrait continuer, Jeannette. Oui. C'est Monique? Vous pouvez le faire, Monique? Oui, parfait. Bon, alors, on est allé au point de départ sur « Je suis capable de reconnaître mes erreurs face à mes enfants », puis on est rendu... Alors, c'est notre sujet, mais on continue avec Monique, parce qu'il y a anguille sous roche. Bec. Alors, question aujourd'hui. On se demande, est-ce que vous êtes capable de reconnaître vos erreurs? Est-ce que ça vous est facile ou extrêmement difficile? À la maison, au travail? Est-ce qu'il y a des différences? 790-0224, 1-800-667-5241. Puis on poursuit avec Monique. Monique qui avouait, probablement facilement, qu'elle avait commis probablement des erreurs en tant que mère, si c'était pas un problème. Mais là, on est rendu dans autre chose avec Monique, Pierre. Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, okay. je suis là, j'écoute. Oui, vous étiez songeur. Oui. Bien oui. Tu sais, vous avez mentionné quelque chose. J'ai cru comprendre que vous auriez aimé ne pas être reconnu uniquement pour votre beauté physique, mais pour certains traits de caractère, aptitudes, capacités. Est-ce que j'ai bien compris ou si je me suis gouré là-dessus? Non, vous n'êtes pas gouré, sauf que je dis pas que c'est les autres vraiment qui avaient cette impression-là, mais moi. Étant donné que j'avais comme peu confiance en moi, je me disais souvent, en tout cas quand j'ai eu des emplois, j'avais l'impression que, c'est sûr que les gens me trouvaient jolie, on m'engageait, mais moi j'avais l'impression que je devais toujours en faire plus. C'est comme j'avais un manque de confiance. J'avais pas comme confiance en mes capacités. Puis je me disais, faut que j'en fasse plus parce que d'un coup, on me congédie. C'est comme si j'étais pas convaincue de ce que je pouvais faire. Quel genre de personne était votre mère? Je m'en rends compte aujourd'hui en vous écoutant et tout ça. Ma mère était quelqu'un, je dirais, que je me rends compte aujourd'hui, pas autonome du tout. Elle est très démunie. Mon père est décédé il y a quelques années et je vois que c'est une petite fille dans un corps de femme. Je me suis rendu compte lors du décès de mon père que je l'ai beaucoup aidé dans les papiers, tout ça, si on veut avoir aux affaires, parce que je me suis rendu compte que ma mère savait pas grand-chose. Et que c'est ça, je crois que ma mère manque beaucoup de maturité. Manque de maturité? Dépendance. Oui, mais à part ça, au niveau du quotient intellectuel, qu'est-ce que ça disait? Au niveau de l'intelligence? Ce que je me rends compte aujourd'hui, je vous dirais que c'est pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a terminé comme scolarité? Je crois que dans le temps, ma mère, elle a dans les soixantaines avancées, peut-être une 7e année. Ouais. C'est très difficile à dire. C'est parce que ce serait facile de chialer contre votre mère, mais si c'est une femme qui avait un quotient intellectuel nettement inférieur à la moyenne, je pense qu'on aurait avantage à pas trop chialer contre elle. C'est ça. Tu peux pas changer ça. C'est bien beau dire de quelqu'un qui a 75-80 de quotient intellectuel, qui sont démunis, qui sont pas autonomes, pas capables d'apprendre à conduire, etc. Oui. Ça fait une bonne liste, là. Faut faire attention. Faut jamais oublier que la moyenne du quotient intellectuel, c'est 100. Ça veut dire qu'il y a une maudite gang en bas, une gang en haut, une gang en bas, là. Hein? Mais Pierre, pour revenir à Monique, je comprends là, le cas de la mère, là, vous allez laisser ça comme ça parce que c'est tel que tel, on ne sait pas. Mais peur de l'erreur, moi je retiens de Monique qu'elle a peur de l'erreur. On dit, êtes-vous capable de reconnaître vos erreurs? Oui. Elle dit, je voulais travailler, puis tout le temps, j'avais pas confiance en moi, j'en faisais toujours plus. Est-ce qu'elle avait peur de l'erreur? J'avais pas peur des erreurs, j'avais peur du jugement.
du jugement des autres. Parce que maintenant, je suis capable, j'en vois plein. Quand le docteur Mailloux dit des choses qu'on fait, je les reconnais. Comme à un moment donné, je lui ai entendu mentionner que quand c'est la mère qui pousse un garçon dans les études, moi j'étais exigeante parce que mon fils je l'avais fait évaluer par le passé, puis il avait un quotient élevé. Et quand il avait des notes moyennes, je me disais, c'est pas forcé. Donc, je lui disais, tu es brillant, donc travaille plus fort. Puis j'ai entendu docteur Mailloux dire que lorsque c'est la mère qui pousse un garçon dans les études, ça va avoir l'effet inverse. Il va avoir tendance à décrocher. Ça peut avoir l'effet inverse. C'est un jeu dangereux, ça, là. C'est ça. Donc, parce que le garçon doit s'affirmer ou a tendance de façon naturelle à s'affirmer comme petit mâle face à sa mère. Donc, à ce moment-là, j'ai arrêté de le pousser quand vous avez mentionné ça. Ouais. Pour le laisser aller par lui-même. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'aime ça quand on sait, parce que c'est sûr que je sais que j'en ai fait, puis j'en ferai probablement d'autres, sauf que quand Dr Mailloux mentionne souvent la mère, quand elle a telle attitude envers son enfant, soit sa fille ou son garçon, ça a telle répercussion. Alors moi, je trouve ça bien parce que ça nous justement empêche de continuer à produire cette... Au moins, ça vous invite, sans vouloir former une secte, là, parce qu'on m'accuse d'être gourou ces temps-ci, ces heures-ci, sans que ça devienne une secte, au moins ça vous invite à y réfléchir. Bien sûr. Ça donne des guides. Des guides, puis le parent ajuste avec l'enfant, puis avec son milieu familial. Mais Pierre, avec Monique, je me dis, est-ce qu'on est capable de reconnaître ses erreurs? J'ouvre plus large, là. Elle nous dit, peur du jugement. Quelqu'un qui a peur du jugement va avoir peur de reconnaître ses erreurs, peut-être aussi. Parce que je parle pas de Monique comme telle, mais... Dans le cas de Monique, votre propension à reconnaître vos erreurs est peut-être trop grande. Il faut s'en méfier un peu. Alors, il y a des personnes qui sont très peu enclines à reconnaître leurs erreurs, et il y en a d'autres qui vont le faire peut-être un peu trop facilement par manque de confiance en eux-mêmes. Alors, il y a toute une gymnastique. Puis elle l'a fait ressortir, ça aussi. Elle n'avait pas confiance en elle. Oui. Monique? Oui. Merci beaucoup de votre appel. Merci à vous. Merci, Monique. Au revoir. À reconnaître ses erreurs. Mais Pierre, quand même, je me dis, si tu as peur du jugement des autres, à un point tel, tu vas pas avoir une facilité à reconnaître tes erreurs, tu vas avoir la chienne. Ça peut-tu t'empêcher? Ça peut empêcher quelqu'un, ça, de reconnaître qu'il a fait une erreur. Mais tout est possible. Tout est possible. C'est pour ça qu'on en parle. Il y a toutes sortes de présentations. Parce que s'il y a quelque chose qui vous allume, là, par rapport à reconnaître ses erreurs, 790-0224, 1-800-667-5241. Tous les... Craignez-vous de reconnaître vos erreurs? 790-0224, 1-800-667-5241. Est-ce que c'est difficile? On parle à Claude. Bonjour, Claude. Oui, bonjour, Mme Ross. Bonjour, M. Mailloux. Ça va bien? Oui, bonjour, Claude. Moi, je crois que c'est au point de vue de la confiance en soi-même, M. Mailloux, Mme Ross. Je pense que quelqu'un qui, après ma barre, n'a pas confiance en lui-même ou en elle-même, je pense pas va être capable d'admettre ses erreurs parce qu'elle va avoir peur du jugement. Puis je pense que ça vient avec le temps. Étant plus jeune, t'as toujours peur à l'école des réprimandes, à la maison, mais t'as peur si t'as fait une erreur. Puis là, ça va être un peu plus dur, mais à ce que tu grandis, puis t'acquiers de l'expérience, puis de la maturité, ben t'acquiers aussi de la confiance en toi-même, qui fait que ça devient pas plus facile, parce qu'admettre qu'on a fait une erreur, moi je dis que ça demande beaucoup d'humilité. Est-ce que ça vous demande de l'humilité? Non, pas vous. Ok, en général. En général, moi-même, c'est pas un problème à l'âge que j'ai aujourd'hui. Peut-être dans vingtaine, c'était un peu plus dur parce que je me croyais infaillible. Je pensais que j'étais le meilleur, j'étais un perfectionniste. Ça fait que il y avait aucun espace pour l'erreur du point de vue de mes décisions, de mes actions. Voyons-vous. Non, c'est sérieux? Oui, je suis sérieux. Il n'y avait pas d'espace pour d'erreur. C'était impossible. C'était même pas à considérer. Mais vous flottiez sur un véritable nuage? C'est exactement ça. Exactement. Hey, vous en fumiez du bon, vous, à 20 ans? Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vous dirais que ça a débuté dans l'adolescence. Moi, quand je parlais avec des gens, avec des adultes, à l'école, et ainsi de suite, je les regardais directement dans les yeux, puis j'avais une remarque d'un de mes professeurs qui m'avait dit qu'il n'y avait pas gros d'étudiants qui la regardaient directement dans les yeux quand elle adressait les étudiants. Je parle peut-être en 8e, 9e année, mais
C'était un automatisme. C'était automatique pour moi, là. J'avais pas besoin de penser. Moi, je le fais encore aujourd'hui, puis je l'ai toujours fait à l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Attendez un peu, là. Vous nous dites qu'à 20 ans, vous aviez un sentiment d'infaillibilité? Oui. Oui, je vous dirais ça. Ben, voyons. Ah oui, c'est peut-être un peu de l'arrogance. Un peu de vanité. Là. Ben, écoute, on déborde carrément l'arrogance et la vanité, là. C'était. Wow. Puis je vais vous dire de quoi j'ai eu une grosse accident d'auto, un peu plus vieux, passé la vingtaine. Puis je vous dirais que c'est ça qui m'a amené les deux pieds sur la terre. Toute ma conception, tout ce que j'avais, toutes les idées préconçues que je m'avais faites sur mon entourage, sur mes pensées. Attendez un peu, Claude, il va falloir là, s'interroger d'où ça venait, ce sentiment d'infaillibilité-là que vous aviez à 20 ans, parce que c'est capoté, ça, là. Non, mais pour moi, c'était normal. C'était oui, pas... en quel honneur que vous étiez habité par pareille opinion de vous-même, ça... Je peux pas expliquer, c'était... Allez, vous ne pouvez pas expliquer, vous allez nous parler de vos proches, là? Mes proches, c'était des gens ordinaires. Ma mère, c'était une professionnelle. Mon père, c'était un journalier. Une professionnelle de quoi, votre mère? Était enseignante, infirmière, puis elle a terminé au gouvernement fédéral. Elle a fait ces trois carrières-là. Moi? Fait que ma mère, c'était une génie, sans parler, elle était au-dessus de la moyenne au niveau académique, facilité aux études, facilité avec tout ce qui était au niveau de la complexité des sciences, et ainsi de suite. Comparativement à mon père, que lui, il était l'école puis ces choses, c'était un petit peu plus, lui, c'était plus dur. Votre père faisait quoi? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Journalier. Il était journalier. C'est-à-dire? Il était boulanger. OK. Puis c'est ça qu'il faisait. Puis ma mère, elle était, comme je vous dis, elle était enseignante. Elle a quitté l'enseignement parce que c'était pas assez payant dans ces années-là. Fait qu'elle devenait infirmière. Oui. Puis elle a quitté infirmière pour devenir... elle a fini au gouvernement fédéral. Dans un poste de cadre, un poste assez... Oui, un poste cadre. Okay. Très bien rémunéré? Oui, très bien rémunéré. Est-ce que vos parents vivent encore en ça? Ma mère est décédée. Votre mère est décédée à quel âge? 68 ans. À 68? Oui, c'est un cancer. Oui, OK. Puis mon père vit encore, est en parfaite santé. Et votre mère a eu combien d'enfants? 7 enfants. Oh là là! C'était une femme énergique? Oui. 7 enfants, puis des carrières. Un peu, là. Et vous êtes où dans Moi, je suis le 4e garçon. J'ai 3 frères avant. Je suis le 6e, excusez, je suis le 6e. Qui s'est occupé de vous? Qui s'est occupé de moi? J'ai mes soeurs plus vieilles. Ma soeur plus vieille, parce que ma mère a commencé à travailler, elle était à la maison parce qu'elle faisait du temps partiel qu'on appelle là, en enseignement. Puis jusqu'à l'âge d'à peu près 10 ans, ma mère était présente. Je veux dire, elle était à la maison. Elle s'occupait des repas, elle s'occupait de faire le ménage, elle s'occupait de faire le lavage. Elle s'est toujours occupée pour être là présente. À partir de 10 ans, elle est retournée sur le marché du travail. Fait que là, c'était ma grande sœur, mon autre grande sœur. Fait qu'il y a toujours eu quelqu'un quand même présent qui était là. Puis j'ai appris, jeune, façon de parler, c'est que quand ma mère l'a quitté pour aller sur le marché, retourner, disons, à temps plein, à la place d'être à temps partiel, je laissé à moi-même. Moi, j'ai décidé que j'étais capable de faire mes choses sans être obligé de demander de l'aide. Puis ça a continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Avez-vous déjà fait un lien entre le fait qu'à 20 ans, vous aviez le sentiment d'infaillibilité et l'enfance que vous avez vécue? L'enfance que j'ai vécue, selon moi, ce qui a aidé, je vous dirais, peut-être avoir eu un frère ou une sœur, mais nous, on était... Avez-vous déjà fait le lien? Non, j'ai pas fait le lien. Oui puis non. Oui puis non, dans un sens que, étant dans une famille nombreuse, d'avoir l'attention, c'est très dur, parce que la mère est occupée, puis c'est tout à fait normal, là, il y en a 7. Puis d'avoir l'exclusivité du père ou de la mère, c'est impossible, là.
parce que t'es pas enfant unique. Rationalisation. Rationalisation, c'est bon. Mais où l'infaillibilité là-dedans arrive? Quand tu dis j'ai pas l'attention, c'est ça. Oui, là, vous avez émis quelque chose, vous avez émis un commentaire, vous dites dans une famille nombreuse, j'imagine 7 enfants. C'est pas si nombreux que ça, là. Ben non, je veux dire. C'est très difficile d'avoir de l'attention. Ben oui, parce que les parents travaillant, les parents sont occupés, même quand la mère est... C'est très difficile dans une famille de 7 enfants d'avoir l'attention de la mère lorsqu'elle n'est pas trop intéressée à élever les gamins. Ben, pas trop intéressée. Je dirais pas trop intéressé. Je suis pas prêt à répondre, à dire que c'est le cas, là. Parce que, vous savez, à 20 ans, là, c'est important de reprendre ça, parce qu'un jeune homme de 20 ans qui a un sentiment d'infaillibilité, là, c'est que ce jeune homme-là, il a un problème. Non, mais est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Oui, mais ça m'a jamais... Il y a un problème, puis il y a un sacré problème, oui, mais ça. Mais là, c'est dangereux, ça. Mais aujourd'hui, à l'âge où je suis rendu, ben, j'ai pris conscience que j'étais pas supérieur à tous, puis que j'étais... Vous êtes construit tout seul, Claude. Puis Pierre, est-ce que ça peut pas mener un jeune garçon à dire je me fie que sur moi, je me construis moi-même, donc je deviens infaillible, je bâtis, puisqu'il n'y avait pas l'attention des autres, ça se peut-tu que ça puisse mener, ça, un manque d'attention à devenir... à consolider tellement, je sais pas. C'est très particulier comme histoire, votre affaire. Puis, j'ai jamais eu de problème, puis je dirais à tous les niveaux, que ce soit personnel, académique ou professionnel, j'ai jamais eu aucun problème. Aucun problème. L'interaction avec les gens, j'étais super social. J'avais un gros, quand je dis j'avais un gros groupe d'amis. Au secondaire, j'ai été président à 2 reprises. J'ai fait partie du groupe du conseil tripartite de l'école qui inclut les parents, le conseil puis le conseil étudiant. Je représentais un exemple les étudiants du niveau de secondaire de la 9e année, la 10e année. Parlez-nous des circonstances de l'accident d'auto. C'est une tempête de neige qui s'est arrivée subitement. Ça a duré exactement 20 minutes. Il y a eu 20 autos impliqués dans l'accident. Moi, j'étais la 10e voiture. Il y a eu un décès, puis un blessé grave. Moi, j'ai été blessé grave. Aucune séquelle permanente, par exemple, mais j'ai été projeté par la vitre du côté de l'auto. J'ai fracassé la vitre. Le siège a complètement été ôté du plancher. La ceinture a lâché. C'est un camion qui chargé, qui roulait à 80 km à l'heure, qui m'a frappé. Moi, j'ai été arrêté au milieu de la chaussée. Il a poussé la voiture à 30 pieds, puis moi, j'ai été éjecté à environ 100 pieds du lieu de l'accident. J'ai tombé sur le pavé, j'ai roulé dans le golé. Ça vous a pris combien de temps vous remettre de ça? J'ai été 6 mois à me promener avec une canne, mais j'ai été, je peux vous le dire, par exemple, j'ai été une semaine handicapé de la taille aux jambes. Quand je dis handicapé, c'est que je sentais plus mes jambes pour une semaine de temps. Fallait que je sonne pour qu'on aille à la salle de bain. Fallait qu'on me descendait une bassine pour que je me lave. Vous aviez quel âge à ce moment-là? C'est en 88, fait que j'avais 24 ans. 24 ans. Là, vous étiez plus invincible, là. Vous veniez de réaliser que vous étiez plus invincible. C'est après l'accident, exactement. C'est ce qui m'a ramené. Puis je vous dirais une autre chose, au niveau du perfectionnisme. Moi, quand je compétitionnais à tous les niveaux, il fallait que je finisse premier. C'était essentiel. J'acceptais pas une deuxième place dans rien. Après mon accident d'auto, là, je vais vous dire honnêtement, là, maintenant, je vais jouer à des jeux, je vais participer, je fais des sports. Je vais finir dernier, excusez l'expression. Moi, c'est de participer, puis de me défoncer à 100% de ce que je peux le faire. Quel âge avez-vous maintenant? 42 ans. 42. Oui. Avez-vous des enfants ou qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie? Oui, j'ai 2 enfants. Je suis un professionnel aussi. En comptabilité. En comptabilité, vous êtes comptable? Oui. Les enfants, quel âge? 18 ans, puis 16 ans. Garçon, fille? Garçon et fille. Votre garçon? Mon garçon? Si, à un moment donné, vous découvrez qu'il a un sentiment d'infaillibilité, vous allez faire quoi? Je vais lui parler, je vais lui exposer, je vais lui dire mes expériences. Mais ça, c'est une chose innée, c'est une chose qui est à l'intérieur. Et si, au lieu de lui parler à votre garçon, vous l'écoutiez? Ah, ben ça, je le fais aussi, là. On a
on parle assez souvent. Puis ça, que vous soyez capable de parler, je n'ai aucun doute. Est-ce que vous êtes capable d'écouter? Ça, c'est une faute que j'ai. Une faute que... Bon. Claude, on va se laisser là-dessus. Puis, voilà. Bonne réflexion. Oui. Bon, Pierre, il y a des erreurs qui sont difficiles à reconnaître. Notre sujet aujourd'hui, c'est êtes-vous capable de reconnaître vos erreurs? Craignez-vous de reconnaître devant les autres vos erreurs? Mais il y a l'étape où tu le reconnais devant toi-même. Bon, quelqu'un qui parlerait trop et qui le réalise un jour, qui dit je n'ai pas laissé la place peut-être à mes enfants de s'exprimer suffisamment par mes silences. Bon, il faut que tu fasses l'étape, il faut que tu te l'avoues à toi-même avant ton erreur de parcours, ton erreur de psychologie. S'il y a beaucoup de parents qui n'écoutent pas leurs enfants, ils parlent à leurs enfants. Taisez-vous donc. Mais c'est quoi cette idée-là d'entretenir des conférences aux enfants? Arrêtez de les écœurer. Ils doivent venir tanner aux enfants. Mais en tant que parent, est-ce qu'on peut faire le retour en arrière? Taisez-vous. Mais si tu fais le retour en arrière, La tu te dis, communication au Québec, quelle maladie! Il y en a plusieurs qu'on devrait leur couper la langue un bout de temps. Si on pouvait leur couper la langue... Ça ne repousse pas, Pierre, c'est un petit peu radical. Non, mais taisez-vous avec les enfants. Écoutez-les, puis taisez-vous. On parle à Lise. Bonjour, Lise. Oui, bonjour. Bonjour, Lise. Bon, moi, c'est pas pour vous ostiner, je sais que vous n'aimez pas ça, là, mais c'est pour vous dire que moi, j'ai demandé pardon à une de mes filles. Parce que je vous écoutais, puis j'écoutais une femme dire mon enfant, elle me parle plus, elle me répond pas au téléphone, puis tout ça. Oui. Puis là, moi, j'ai dit, hey, ça me ressemble, ça. J'ai dit avec une de mes enfants. Fait que là, j'ai dit, puis là, vous avez dit, après ça, à elle, vous, crissez donc la paix, achète et la pu, puis, fait que là, moi, ça m'a fait un saut, j'ai dit, oh. Fait que là, parce que ma fille, elle avait mis un style de répondeur, puis là, j'étais comme, je fais ça, là, mais c'est pas facile, là, j'étais, comment on appelle ça, filtré, là, tu sais, je veux dire, elle était tannée de moi, là. Oui. Puis moi, je pensais que on s'adonnait bien ensemble, parce que elle était dyslexique, moi, j'avais commencé à l'aider, puis j'y aidais bien gros, là, je lui aidais trop, là. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que elle, là, elle a grandi, tout ça, là. Puis là, ben moi, je continuais encore à trop en faire, là. Mais moi, je ne savais pas, là, que j'en faisais trop, là. Je pensais, moi, c'était bien correct, là. Fait que, puis là, ben, c'était rendu qu'elle venait dîner toutes les semaines, à une telle journée de coup, je disais, là, je faisais à dîner, elle venait pas dîner, ben, t'es pas venu dîner, ben là, je l'ai oublié. Puis là, je disais, tu l'as oublié, Puis là, je disais, il y a quelque chose qui cloche, là, je disais, tu sais, ça marchait pas, là. Fait que là, j'ai dit, puis là, je l'ai écouté, puis là, je l'avais dit, à une qu'elle se mêlait pas de ses affaires, qu'elle était trop après son enfant, là, trop, comment on dit ça, là? Envahissante. Envahissante, ouais, j'ai dit, bah. Trop teigne. Ouais, j'étais envahissante, moi, là, fait que là, j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça, que j'étais envahissante de même, j'ai dit, bon, je vais y écrire une lettre. Parce que là, elle venait pas gros, moi, elle venait quasiment plus, puis avant, on était quasiment toujours ensemble. Fait que là, j'ai écrit une lettre, puis j'ai dit que j'ai demandé pardon, j'ai dit que moi, quand elle était petite, que j'étais gros après elle, parce que elle me t'arrachait, tu sais, puis moi, je voulais y aider. Puis j'ai continué, parce que j'ai pas vu que le mec avait grandi, là, qu'elle était rendue une femme, tu sais, je continuais. Moi, je pensais qu'elle avait encore besoin de moi. Puis mon autre, elle m'envoyait promener. Tu sais, moi, c'était correct, là. On chicanait plus. Tu sais, avec l'autre, on chicanait. Elle ne disait jamais rien. Moi, je pensais qu'elle était comme toujours d'accord avec moi, là. Oui. Mais là, elle n'était pas d'accord, elle. Mais je pense qu'elle n'était pas capable de le dire. Parce que elle n'était pas capable de le dire parce que vous ne l'écoutiez pas. Vous parliez tout le temps. Peut-être. Continuez. Fait que là, j'ai écrit ça, puis tout ça. Puis après ça, là, une autre émission, vous avez dit, ben là, vous l'avez gardé sous votre emprise, vous y avez prêté de l'argent, c'est une manière de garder sous votre emprise. J'ai donné l'argent, là, j'ai tout fait. Là, à cette heure, j'appelle plus, mais c'est bien que c'est elle qui m'appelle. Bon. Elle m'appelle, puis moi, j'appelle plus, puis j'ai dit, puis là, j'ai dit. Après ça, j'ai parlé, j'ai dit,
si maman vient qu'à être trop fatigante avec toi, là, tu diras, mais, mettons, je te veux dire de quoi, là, que mon autre, je vais lui dire, fais attention, tout ça. Puis elle pense, elle trouve ça correct parce qu'elle dit, mais on voit que tu veux me protéger. Mais elle prend pas de main parce que je pense que je l'avais trop écœurée avant. Oui. Fait que là, j'ai dit, quand que je dirais de quoi, là, puis ça va pas ton affaire ou que je voudrais pas me mêler de mes affaires, dis-moi-les. Fait que là, à cette heure-là, c'est grâce à vos conseils, là. Sinon, je ne sais pas jusqu'où que ça aurait pu aller, là. Ça sera jamais comme avec mon autre. Parce que mon autre, elle, quand elle était jeune, puis je disais quoi, elle m'envoyait promener, là. Tu sais, elle me le disait, puis elle se laissait pas faire, elle. Puis elle, là, moi, je pensais qu'elle était trop d'accord avec moi, elle. Mais elle n'était pas d'accord. Mais oui. D'où l'importance, Lise, d'écouter ses enfants. Elle parlait pas gros non plus. Je le sais. Un enfant qui parle. Ouais. Oui, j'excuse Janine. Oui, c'est ça, un enfant qui parle pas beaucoup de nature. Ouais. Puis le parent, lui, est plus verbomoteur. C'est pas évident là, de faire le lien. C'est ça. Chez les enfants qui sont plus réservés, qui ont plus de difficultés à s'exprimer, raison de plus pour les écouter davantage et se taire. OK. Hein? Ouais. Puis là, elle revient, là, Lise? Oui. C'est ça. Là, elle sera jamais comme mon autre, là. Non, elle est différente. Elle est très différente. C'est une jeune qui est vulnérable, qui est beaucoup plus discrète, réservée. Oui. Et quand est-ce que vous lui avez écrit une lettre, là? Il y a combien? Ah, ben, ça fait, quelques années, là, quand vous aviez dit à la femme qui s'appelle, là. Et depuis, c'est votre fille qui vous appelle quand elle a envie de vous appeler. Moi, je l'appelle plus parce que j'ai dit, à moins que son père mourrait ou qu'il arrête quoi de grave. Là. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, là, sinon, j'attends qu'elle m'appelle. Puis, c'est ça. À ma fête, elle dit, c'est quoi, tu veux que ta fête? Ben, j'ai dit, des fois, elle m'appelait pas souvent, là. Fait j'ai dit, ben, t'as juste à m'appeler. Appelle-moi de temps en temps. Mais là, j'ai dit, je te donne pas d'ordre, là, parce que moi, je reviens. Faut toujours me watch, là. Vous êtes fine, Lise, d'avoir l'humilité de partager ça avec nous cet après-midi. Oui, parce que c'était pas facile. Je le sais. Je le comprends très bien. On vous écoute, puis on le sait. On le sent. Puis on l'entend. Merci beaucoup. Bye. Vous êtes bien fine. Oui, parce qu'elle dit pardon, dans le fond, elle s'est excusée. Elle s'est excusée. On dit pardon, mais c'est pas tant ça. Elle s'est laissée emporter par son instinct maternel au prix de brimer l'épanouissement de sa fille. Et quand elle réalise ça, qu'est-ce que j'ai fait là? Puis le pire, c'est ton père parce que ça fonctionnait avec son autre fille, mais pas avec celle-là. C'est ça. Oui. C'est ça. Si tu te fies à ta première expérience avec un de tes enfants, le suivant n'est pas nécessairement fait pareil. Il n'est jamais fait comme le premier. Ne pas devenir pompeux lorsqu'on... Hey, je n'ai élevé un, l'autre m'a le toasté. J'ai de l'expérience. Hein, Pierre? J'ai de l'expérience. J'en ai élevé un. Boy. L'humilité, mesdames, l'humilité. Force, faiblesse, limite, aptitude. Alors, je vais donner les numéros de téléphone. C'est pas un sujet facile. Est-ce que vous êtes capable ou est-ce que vous craignez de reconnaître vos erreurs parce que vous craignez le jugement des autres, parce que reconnaître une erreur, c'est peut-être pour vous s'affaiblir? 790-0224-1-800-667-52-41. Il nous reste encore un petit bout. On peut commencer à... OK, alors on va parler tout de suite à Francine. Oui. Bonjour, Francine. Bonjour, Janine. Bonjour, Monsieur Mailloux. Oui, bonjour, Francine. J'appelle parce que, en quelque sorte, je voudrais peut-être d'être rassurée. Avec le sujet, c'est s'excuser envers nos enfants. Oui. Puis... ça m'est revenu parce que tantôt, vous avez parlé avec une intervenante de lui dire qu'il était trop tard. Dans son cas à elle, par rapport à sa mère qui l'avait battue jusqu'à 14, 15 ans, puis elle avait commencé à travailler, puis tout ça. Là. J'aurais dit qu'il serait trop tard pour... Pour les réparations. Ben, elle était morte, sa mère. Oui, mais pendant la conversation. Ah, oui, OK, pendant la vie, là. Oui, parce qu'elle avait été trop loin, sa mère, puis tout ça. Oui. Moi, dans mon cas, en tout cas, pour mettre ça en gros, c'est que c'est sûr que j'ai été dure envers ma fille, mais ça a été très ciblé
avec son âge, elle avait juste 5 ans à peu près. Je l'ai pas touché avant ni après. Puis j'ai jamais compris pourquoi que ça a été ciblé à 5 ans. Dans son cas et elle. Et j'ai été... C'est un âge où les petites filles sont extrêmement vulnérables au châtiment corporel. Oui. Alors vous avez choisi l'âge où elle était le plus vulnérable, qu'elle ne comprenait pas les... Alors elle était assez vieille pour être battue. Oui. Et pas assez vieille pour comprendre pourquoi. Oui. Alors vous avez choisi inconsciemment l'âge où elle était le plus vulnérable, où on pouvait plus la démolir. Bon, y avait-tu un contexte? Ça, je comprends les préoccupations inconscientes, là. Expliquez-vous, Francine. Ouais, y avait-tu un contexte particulier à cet âge-là pour que ça se traduise par la violence? Moi, je sais pas si je pourrais faire un lien avec Alors, moi. qu'est-ce que vous avez fait avant, là? Avant de tomber d'intergiversation, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que j'ai fait envers elle? Oui. Je l'ai effacé. Puis je me rappelle de des fois. Puis je l'ai effacé une fois avec un petit crucifix que j'avais sur le mur, sur sa tête. Ben oui. Au point de lui... Est-ce que vous lui avez coupé le cuir chevelu? Non. Je la prenais. Qu'est-ce qui est drôle, c'est que je la reprenais tout de suite dans mes bras après quand j'ai oui, fini. c'est très drôle, hein? Ah, vous l'avez effacé avec le crucifix sur le mur? Non, là, j'ai pris le crucifix dans ma main. Oui. Puis je l'avais effacé sur sa tête. Ouais. Et quelle avait été la réaction de l'enfant à 5 ans? Il y avait rien. Elle avait été dure. Mais envers elle-même, je veux dire, elle ne démontrait pas aucune émotion. Ouais. Aucune émotion. Non. OK. Francine, vous avez le courage de continuer? Oui, je vais essayer. OK, oui. Merci. Bon, alors on fait une petite pause et on continue. Reconnaître ses erreurs, est-ce que vous craignez de le faire? Est-ce que vous êtes capable de le faire? Alors, on poursuit avec Francine. Francine qui nous raconte qu'il y a eu des épisodes de violence, qu'elle a eu des épisodes de violence envers sa petite fille, strictement à 5 ans. Oui. 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 Puis, moi, j'ai fait un cheminement, ça date pas d'hier, tout ça. Non, attendez un petit peu, parce que je veux bien comprendre les faits. Oui. C'est que c'est difficile, on peut dire n'importe quoi. Une période de violence à 5 ans, ça peut être n'importe quoi. Oui. C'est quoi l'affaire du crucifix? Vous l'avez effacé avec un crucifix sur la tête? Oui, j'en venais de déménager dans ce temps-là, puis les affaires sont tout éparpillées dans l'appartement, puis j'avais un petit crucifix en bois qui était sur mon lit. Oui. Puis cependant, je lui peignais les cheveux. Ouais. Puis elle bougeait, parce que là, je l'ai tenue, puis ça m'a fâché, puis je l'ai effacé sur la tête. Puis c'est tout. Puis moi, dans ce temps-là, avec... Attends un peu. Elle n'a pas pleuré, hein? Et là, vous dites... Non, elle n'a pas pleuré, elle a jamais fait d'émotion. Elle n'a eu aucune émotion? Non. Est-ce que vous savez pourquoi qu'elle a eu aucune émotion? Non. Vous avez conclu qu'elle était dure? Ben, je veux dire, avec ses émotions à elle. Elle l'a pas démontré, elle n'a pas voulu démontrer ses émotions envers moi. Qu'est-ce que... Elle est restée inerte. Elle est restée inerte? Oui, sans émotion. Pourquoi qu'elle est restée inerte? J'aimerais bien ça le savoir. Hein, d'après vous? Ben, ordinairement, elle aurait pleuré, elle aurait crié. Il n'y avait même pas de son. Ouais. Non. C'est pas de son, pas d'image. Elle était peut-être même pas capable d'exprimer rien. Plus capable. Plus confiance d'exprimer quoi que ce soit devant sa propre mère. Peux-tu? Je sais que moi, j'ai ressenti beaucoup de jalousie envers ma fille par rapport à ma mère. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pardon? Ma mère a pris ma place envers ma fille parce que moi, quand j'ai eu Sophie, ma fille, elle s'appelle Sophie, j'avais 17 ans. Puis c'était une personne très envahissante, ma mère, puis elle a pris beaucoup de place. En tout cas, moi, j'étais une personne écrasée, fait que je me suis tassée, puis je lui ai laissé la place. Fait que c'est sûr que je suis responsable de tout ça, hein, une tassée, c'est sûr. Est-ce que l'histoire du crucifix à la tête, le coup de crucifix à la tête, est-ce que ça a été la seule fois que vous l'avez frappé ou il y a eu d'autres fois à cet âge-là? La seule fois. C'est la seule fois? Avec un objet. C'est la seule fois. Bon. Pas d'objet à raconter les autres fois. C'est des claques sur la tête. Surtout quand elle bougeait. Quand que je la peignais. Puis je me rappelle, des fois, vous parlez de ça, le peignage des petites filles, puis ça vient me chercher parce que la douceur... Ben oui.
Puis aujourd'hui, ça fait longtemps, tout ça, j'ai fait un cheminement, puis ça me revient. C'est sûr que j'ai fait des réparations envers ça, mais... Quel âge a votre fille maintenant? À 33. 33 ans. Il y a eu des lettres, puis elle me semble correcte face à ça. Mais moi, j'ai fait des liens avec moi. Je me rappelle quand j'avais 5 ans avec ma mère, mais je sais pas si ça donne une référence par rapport à 5 ans, là. Mais ma mère, la seule fois qu'elle m'avait battue, c'est quand elle m'avait pognée à 5 ans dans le sol avec un ami de gars. Je sais pas si ça a un rapport, probablement pas. Oui. Allez-y, continuez. Vous avez battu parce que vous étiez avec un petit garçon. Oui, on jouait au docteur. Ben oui, avec c'était mon voisin. On avait tous les deux 5 ans. Ben oui, 2 enfants de 5 ans qui jouent aux fesses, puis là, la mère, monsieur, vous maudit une volée. Oui. C'est brillant, ça, hein? Maudite tribu de... J'ai fait un lien à cause de l'âge. Parce que moi, je me rappelle pas, M. Mayou, c'est quoi qui est arrivé. Je me rappelle exactement avant, mais pas pendant. Les claques à la tête, vous en avez donné pendant combien de temps, à peu près, là, votre fille de 5 ans? Je peux compter les fois. À peu près? À peu près 10 fois dans l'année de 5 ans. 10 fois? Oui. Mais elle a dit quelque chose, Pierre. Elle a dit, j'ai compris jalousie. Jalousie, vous étiez jalouse de votre petite fille? Oui. Oui, parce que votre mère s'en était occupée, elle vous l'avait même enlevée. Ma mère a pris ma place. Ma mère a pris ma place. Ah, vous avez quel âge, là? Monsieur Maillot, je comprends pas. Vous avez quel âge? Est-ce que je peux vous demander... Vous avez quel âge? Je viens d'avoir 50. Il faudrait que ça paraisse un peu. Votre blinage, là, oui, il m'écoeure. Oui, vous avez raison. Votre maudit blinage m'écoeure après-midi. Vous avez raison. C'est-tu clair? Oui, vous avez Alors, raison. 50 ans, il faut que ça paraisse. Oui. Assumez, cibole. Vous avez un inconscient, oui, j'en conviens, mais votre blinage, c'est trop. Continuez. Est-ce que, M. Maillot, est-ce qu'il y aurait une possibilité de réparation avec ma fille, aujourd'hui? Ben là, vous voulez réparer quoi? Puis c'est embêtant, là, c'est pas évident, c'est une bonne question, ça. Moi, je vous dirais, est-ce que votre fille a besoin de vous à l'occasion? Oui. Rendez-vous disponible. OK. Pour ses besoins à elle, pas les vôtres. Non, oui. On se comprend-tu? Oui, parfaitement, M. Le blinage, là. Oui, oui. Terminé. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Bye, Francine. Bye. Oh là là, c'est lourd, hein, parfois. Je vous jure qu'il y a des histoires chargées. On peut alléger une situation? Oh oui. Elle a des ailes, là. Oui, oui. On vient d'y poser des ailes chaque côté de la carcasse. Elle décolle, là. Elle va peut-être décoller. On se rend utile. Bon, on parle à Carole. Quelle société de femmes écrasées? Qui c'est qui est responsable de ça? Qui est responsable d'autant de femmes écrasées au Québec? Avouons l'erreur. Est-ce qu'on est capable d'avouer l'erreur? Hey, pour une fois, là, on pointera pas trop les hommes? Mais dans cette chaîne-là, non. Bon, merci. Bon, dans cette chaîne-là, voilà. Merci. C'est toujours des histoires familiales. Le rôle de mère est un rôle déterminant, extrêmement important, primordial, fondamental pour toute la vie d'un petit être humain. Fait qu'espérer réparation, ouais. Mais rendre service pour dire, je soulage Mesdames, si vous décidez de vous reproduire, vous faites un geste extrêmement important. Puis les hommes roses, là, sucés trop longtemps, là, s'il vous plaît, tassez-vous un peu. On va leur faire de la place, on va les encourager, on va les inviter, on va leur dire qu'elles sont importantes pour les petits bébés. OK, les roses? À reconnaître ses erreurs. Mais Pierre, c'est comme les erreurs historiques. Des erreurs culturelles. À un moment donné, il faut peut-être donner un coup de barre et dire, on en sort, on reconnaît qu'on a fait fausse route. Faut changer. Faut changer les affaires. Je suis content. J'ai l'impression que Francine, à 50 ans, ne blinera plus jamais. Mais là, vous avez ouvert une porte. Rends-toi utile, puis le reste, OK, c'est fini. On peut. Assume, ferme ta gueule, puis rends-toi utile. Ne plus pleurer là-dessus. Ça donne rien. Ben là. Ouais, ça donne plus rien. Ben là. Hey, c'est drôle, hein? J'ai l'impression d'avoir été utile. Grand bien vous en fasse, Pierre. Ça m'arrive pas. Grand bien vous en fasse. Profitez-en. Ça s'appelle le plaisir. Non, sérieusement. Mais ça me rappelle l'appel. J'avais aucune idée où on s'en allait avec cet appel-là. J'étais complètement ma boule est perdue. J'écoutais. Ça vous rappelle pas ce qui s'est passé hier en ondes avec, je pense que c'était Gilles, non-voyant? Oui. Bon, même chose. Que veux-tu changer à ça? T'es prêt avec un handicap. T'as fait du mal, Francine, elle a fait du mal. On peut l'expliquer ad vitam aeternam.
Mais c'est ça, si on arrête de pleurer, si on arrête d'être victime de notre destin. Oui, Janine, il ne faut pas croire, par mon intervention avec Francine, que je prône ça dans tous les cas. C'est le cas de Francine. Oui. Dans le cas de Francine, j'ai l'impression de lui avoir été utile avec la façon de réagir que j'ai eue avec elle. Ça s'est entendu. Ce n'est pas exportable à tous, là. Non. Comprends-tu, Mais Janine? ça s'est exporté. C'est ça. Pour elle, on a senti un changement dans sa voix tout de suite. Elle a compris. Ah ouais, tiens-toi la colonne droite, là, puis go. Dans la voix, ça a complètement changé le ton. C'est bizarre, la radio est un médium particulier. Toute sa vie. OK, alors on a parlé tout au long de l'émission, à travers les témoignages, de reconnaître. Êtes-vous capable de reconnaître vos erreurs? Est-ce que vous craignez de reconnaître vos erreurs? Alors on va tout de suite à Carole. Bonjour, Carole. Bonjour. Bonjour, Carole. Bonjour, vous allez bien? On vous écoute. OK. Les excuses, mon Dieu, c'est un sujet extraordinaire aujourd'hui parce que ça fait grandir les enfants de recevoir des excuses. Adéquatement. Oui, adéquatement. Pas de façon têteuse et complaisante. Ouais. Mais faut pas recommencer par la suite, par contre, parce que là, il faut de vraies excuses et non pas de fausses excuses. Moi, les excuses, mais je vais parler de moi pour commencer. Envers ma fille, je suis quelqu'un de très... J'ai beaucoup de misère à faire du mal à ma fille, malgré que parfois, j'ai pas aucune excuse. C'est pas la vie qui peut faire le mal, c'est la personne qui le fait volontairement, selon moi. Et puis quand ça m'arrive de faire quelque chose de mal, je la serre très très fort contre moi, puis je lui dis que je m'excuse au plus haut point et que je ne recommencerai pas. Et puis je tiens parole, je crois que c'est ça qui est vraiment très très bon, de tenir parole. Parce que je veux pas que ma fille perde confiance en moi, parce que c'est très mauvais. Donc, s'excuser dans le vent, là? Non, ça, c'est pas votre parce que moi, très jeune, j'ai été éduquée, je suis certaine que M. Mailloux, juste à m'entendre parler, il doit savoir dans quel milieu j'ai été éduquée. J'ai été éduquée dans un milieu extrêmement violent. Quand je dis extrêmement violent, c'est pas un mot pesé, c'est un mot exact. J'ai vu de la violence physique, psychologique, et avec des excuses, comme je pourrais dire, désolé le mot, mais minables, du fait que c'est comme si, on va s'excuser aujourd'hui pour mieux recommencer demain. C'est ça à quoi servait la confession, hein? C'est ça. Il y a énormément de monde qui allait se confesser pour mieux recommencer à pécher le lendemain matin. C'est ça. C'est une éducation. Au lieu de laisser les personnes avec leur remords, dire, au moins la présence d'un remords pourrait être un déterrant dissuasif pour recommencer. Il les confessait, il les absolvait et les personnes recommençaient le lendemain. C'est ça. Là, tu avais l'absolution, tu faisais table rase, donc tu réfléchissais pas nécessairement. Exactement. Ouais. Tu recommençais le lendemain, tu allais te confesser à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. C'était vraiment entretenir un peuple dans un état d'infantilisme épouvantable. Donc, vous l'avez vécu, Carole. Petit monde. Parce que moi, ce que j'ai vécu aussi, c'est que le pouvoir de pardonner, parce que moi j'appelle ça le pouvoir de pardonner, tu peux pas vraiment l'avoir là à 4 ans ou 5 ans, parce que écoute, à 5 ans, ton père te frappe. Et puis ou ta mère est là puis qui fait rien à 5 ans ou 4 ans ou 6 ans, t'as l'impression que c'est pas normal, mais que c'est peut-être ça que tu mérites là, dans ta tête à toi. Là. C'est exactement. Lorsque ça vient d'un individu signifiant, d'un individu important, à peu près tous les enfants vont conclure que ça doit être mérité. Oui, c'est parce que c'est un individu qui est comme considéré comme un modèle. C'est ça, important. C'est ça. On appelle ça signifiant, important. Alors, l'enfant, lui, écoute, si mon père ou ma mère me frappe, ça doit être mérité parce qu'ils le font. C'est ça. Sauf qu'à l'âge adulte, tu as le pouvoir de pardonner, puis tu sais très bien si tu veux pardonner ou non. C'est ça qui rend faible les personnes qui t'ont rendu faible, d'une certaine façon. Quel âge a votre fille? Elle a 3 ans et demi.
Vous avez une petite fille de 3 ans et demi? Oui. Puis lorsque vous faites des erreurs, vous la prenez contre vous, puis vous la Ah oui, c'est très important pour moi, c'est extrêmement important. Je sais que ça veut pas dire qu'elle comprend, mais au moins, je veux qu'au moins le geste qui accompagne mes mots. Non, mais attendez un peu, quel genre d'erreur que vous faites avec elle, là, qui nécessite des excuses? De l'impatience. Surtout de l'impatience parfois qui peut survenir. Vous en avez combien d'enfants? J'en ai une. Vous avez quel âge, Carole? J'ai 38 ans. C'est pas facile d'être patiente avec des bébés à 38 ans, hein, Carole? Être patiente, non. Je pense que c'est une faiblesse de ma part, là, parce que ça a toujours été comme ça, Carole? Pardon? Vous n'êtes pas une personne patiente naturellement? Patiente. C'est une de mes grosses faiblesses. Ouais, qu'est-ce que vous faites là concrètement? Vous faites quoi de pas correct qui nécessite des excuses avec le petit bébé de 3 ans? Là? Ben, je sais pas, des fois, bon, je suis en train de faire à manger, puis des fois, bon, je me recule, puis des fois, ben, je lui dis, fais attention, puis je lui dis, disons, 3-4 fois. Ben là, ben, à un moment donné, après 3-4 fois, ben, j'ai tellement peur de reculer avec une casserole chaude, puis que je la renverse sur elle. Moi, je la vois déjà à l'hôpital.